Qu'on le mette au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est lundi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 28e de la saison ce soir et cet épisode a bien failli ne jamais voir le jour, tout comme la suite de Passe ton ballon pour les semaines et les mois à venir. J'ai en effet autour de moi des acolytes meurtris qui ont des bleus à l'âme depuis une semaine déjà et dont les nuits ont été particulièrement difficiles suite à la rude soirée de Blida vécue mardi dernier. L'élimination de l'Algérie, messieurs, c'est aussi un peu celle de Passe ton ballon, puisqu'elle a eu raison de l'épisode de la semaine dernière. Mais rassurez-vous, les acolytes vont un tout petit peu mieux, juste un petit peu. Et on est bien de retour, puisque comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes. À commencer par notre technicien en chef, qui a le mérite d'assumer des goûts musicaux parfois douteux, puisqu'il n'hésite pas à écouter en public des artistes iconiques de la scène française, comme Tal. Bonsoir Idriss. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quel est le pire artiste dans cette brochette là que tu viens de citer Il faudrait faire un flop 30 des artistes. Franchement, c'est pas mal. Oui. Mon micro est coupé. Salut les amis, bonsoir voilà. tout le monde. C'est vrai que ça faisait longtemps. Salut les amis, salut tout le monde. Et ben oui, du coup, comme je disais à Mathieu, il a parlé de Tal, mais il n'y a pas que Tal. Parce que quand on fait du bricolage avec Ama et Mathieu, j'aime bien écouter du Djenali, du Amel Bent et aussi du Vianney. Donc que de la grande musique. J'aime bien, tu dis quand on fait du bricolage comme si c'était une activité récurrente. C'était la première et sans doute la dernière fois. C'est la première et unique fois. Avec nous également, celui qui a enfin pris le chemin de l'innovation, puisqu'après 67 semaines consécutives alternées, salade de riz et salade de quinoa, il a opté, messieurs, ce midi pour une moussaka. Bonsoir Ama. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Et non, je confirme cette information. Voilà. Elle avait l'air délicieuse. Franchement, je l'ai faite moi-même et je me suis gavé. Franchement, je l'ai faite moi-même. Elle était appétissante. Je dois avouer qu'elle était appétissante, plus que les salades de quinoa habituelles. J'aime bien les deux, mais bref, oui, c'était bon. Et enfin, toujours avec nous, un homme qui se remet petit à petit du traumatisme de Blida, mais qui reste dévasté, comme l'indique si bien son tweet name. Bonsoir Merwan. Bonsoir à tous. Sincèrement dévasté, premier degré. J'ai eu énormément de mal, j'ai pas dormi la première nuit. Je pense que c'est la plus grosse déception footballistique que j'ai connue depuis que je suis le foot. Non mais pourquoi on en parle déjà? On doit quand même des explications à nos auditeurs. Non, oui, on a reporté l'émission de la semaine dernière à cause de ça, parce que vraiment on était au fond du trou. Mais voilà, ça y est, c'est passé. Donc, vous savez comment le meilleur moyen d'expliquer à nos auditeurs pourquoi on n'était pas là, c'est de dire comment ça s'est passé en fait l'annulation. Donc moi je regarde le match, mais voilà, je pense fort à vous parce que je me doute que vous viviez mal le truc. Mais bon, je vais me coucher parce que bon, je vous aime bien, mais je suis pas supporter particulièrement de l'Algérie, donc ça m'a pas plus atteint que ça. Et puis quand je un ennemi de l'équipe nationale. Et puis quand je me lève le lendemain matin, je vois là notre conversation Passe ton ballon avec plusieurs messages non lus, dont un de Amaïs à, je sais pas, 1h40, voire même 2h du matin. Les gars, il faut qu'on pousse Passe ton ballon, je n'ai pas envie de parler. Et là, je dis bon. Oh, pareil, sentiment partagé. Moi, je m'étais couché à 5h pour me lever à 6h30 pour aller au travail. Donc, pas du tout chaud. En plus que l'émission du jour, c'est une émission drôle. On est censé un peu rigoler, donc j'avais pas du tout envie, j'étais pas dans le mood. Là, on n'était pas à la gaudriole. J'ai sincèrement pensé à tout désactiver, perso. Mais t'as désactivé un peu, non? T'as désactivé 24 heures, non? Ouais, un petit peu. Après, moi, j'avais besoin de répondre à des messages. et ouais, non, franchement, très déprimant. Et ça va mieux, les gars, sinon après, c'est bon, promis, on n'en parle plus. Non, mais là, on va parler du top 10 et tout, donc voilà. Voilà. Matt, il y a, pour schématiser, là, l'Algérie, elle est au frigo pendant au moins 2-3 ans, là, donc ça met bien un coup au moral. Non, franchement, ça fait chier. Et ça, franchement, ça m'a mis un petit coup. J'ai un peu pris mes distances par rapport au foot. J'ai pas regardé un match ce week-end, sauf l'OM. Moi, vu que je faisais autre chose ce week-end, j'ai même pas regardé l'OM. Depuis mardi soir, j'ai pas vu une minute de ballon. C'est traumatisant.
On salue tous ceux qui sont dans le chat, là, Nico B1313, Yanis toujours là, le Dabs, Gros Nono évidemment, Gros Nono. La légende, Gros Nono. La légende Gros Nono, Ariles MMFC aussi qui est là. Merci les gars d'être toujours présents et d'être présents pour cet épisode qu'on attend depuis longtemps ce soir. Et quelle meilleure manière que de vous retrouver avec cet épisode, puisque ce soir, ça y est, c'est l'épisode final du Flop 30. Les 30 pires joueurs de l'OM au 21e siècle. Et bien ce soir, vous allez connaître le top 10 de ce Flop 30. Les 10 joueurs qui nous ont causé le plus de migraines, comme l'a si bien dit Idriss lors de la première, et qui nous ont aussi beaucoup causé, et comme l'avait si bien écrit la Provence, d'apoplexie sur les 2 dernières décennies. Qui sera le lauréat de ce Flop 30 qui accompagnera ce gagnant sur le podium. Et bien c'est ce soir les gars qu'on va dévoiler le verdict, le dénouement de cette trilogie qui vous a beaucoup plu. Et on vous remercie d'ailleurs, hein. On a reçu pas mal de messages, ça vous a plu, et nous, sachez que ça nous a plu aussi, ça nous a beaucoup fait rire. Et bien ce soir c'est la fin de cette série avec les places 10 à 1. Alors les places 11 à 30 étaient déjà très belles, historiques même je dirais. Les 10 premiers de ce classement seront légendaires. On vous l'annonce, ça va être du très haut niveau. Donc vous l'aurez compris, on a beaucoup de choses à se dire ce soir. Donc sans plus tarder, Passe ton ballon, saison 2, épisode 28. C'est parti, Idriss, jingle. Le Flop 30 les gars, le verdict c'est ce soir, enfin. Ça fait quelques semaines qu'elle traîne cette série. Je sais pas quand est-ce qu'on a commencé exactement les gars, ça fait il y a un mois, janvier, non? Non, janvier, non. On a fait toutes les 2 semaines. Donc, première quinzaine de février, je dirais. Ouais, ça doit faire un mois. Ouais, peut-être. Moi, max. On s'en fout, c'est pas grave. Ouais, le 1er mars, de 30 à 21. Saison 2, 2 mois quand même. Un mois. Un mois. Je t'ai dit, on a fait une toutes les 2 semaines, donc c'est un mois. Un mois, c'est ça. Et bien ce soir, c'est le top 10, les gars. J'aime bien l'expression top 10 du Flop 30. C'est pas mal ça. Le top 10, les petites contrepéteries. Franchement, les gars, on vous a préparé un top 10. Ça a été aussi très compliqué. Alors, on vous rappelle rapidement le barème de ce Flop 30. Il y a déjà l'attente autour du joueur, le niveau affiché sur le terrain, les performances, le degré de migraine, ça j'avais bien aimé, la durée de la migraine. Qu'est-ce qu'on a pris en compte aussi, les gars, comme critère? Le niveau. Le niveau. Tu la merde ou quoi, c'est tout. Même si certains joueurs du top 10, vous le verrez, ont quand même un pedigree très intéressant, voire de très haut calibre. Je pense notamment au 5e du classement, qui a une très grande carrière. Il y en a 2 qui sont des légendes de 2 des plus grands clubs du monde, mais qui sont arrivés chez nous. Tout à fait. Qui sont arrivés chez nous, voilà. C'est bizarre. Un poste bien sinistré et bien représenté dans ce top, quand même. Oui. Et un poste sinistré depuis plusieurs années à l'OM, d'ailleurs. Depuis le départ. C'est peut-être le poste le plus représenté dans ce. Ah oui, je pense. Dans ce top 30. Je pense, ouais. Faudrait peut-être faire. Parce qu'au niveau des attaquants, bon, je vais le faire de suite pendant qu'on parle, mais oui, bon, il y a des gens qui ont fait des grandes carrières un peu avant et peu après. Il y a personne qui a fait une bonne carrière après. Je suis en train de regarder. C'est vraiment, ils sont arrivés et d'un coup, plus rien. Allez, peut-être le 4. Ouais, non, même pas en vrai. Ouais, le 4 vite fait, mais vraiment, c'était pas. C'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Mohamed qui nous dit on attend du 2015-2016, il y en a un dans le. Ouais. Ils ont été représentés plus que représentés avant, quand même. Ouais. Et sachez que la saison 2004-2005 est la plus représentée dans ce top 10 avec 4 joueurs. La fameuse saison après Drogba. Digne. Avec 38 millions d'euros dilapidés de manière complètement incompréhensible. Légendaire. Il y a quand même 3 joueurs, trois joueurs de la période McCourt, quand même, c'est ouf. Il y a un truc qui est drôle, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais le top 10, il fait quand même l'unanimité, même chez les plus jeunes, peut-être comme moi, à l'échelle de. Enfin, je suis pas un trentenaire encore, je suis dans le milieu de ma vingtaine, mais en fait, on est d'accord sur les noms. Ouais. Alors que même quand on n'avait pas forcément de conscience footballistique, c'est des choses qui nous revenaient. Moi, je pense notamment, on en parlera, mais donc il est combien ? Il est 7e. Celui-là, il m'est venu instinctivement. Oui. C'est un truc de fou, je trouve ça. Tu l'avais mis où, toi ? On en parlera pendant l'émission, mais tu l'avais. Ah oui, il m'a traumatisé. C'est vrai. Attends, il y a un joueur qui est top 10 chez Merwan dont on n'a pas parlé de tout le top, mais c'est Alou Diarra. Ouais. C'est vrai qu'il faudra le faire, ça d'ailleurs, les joueurs qui n'ont pas été classés, que chacun on a mis un petit peu, on a disséminé un peu dans nos classements, mais qui ne sont pas. Je veux bien. Mais c'est vrai que Merwan, t'avais Diarra, anomalie quand même. C'est dur quand même, Diarra. C'est un peu dur parce qu'il était pas si mal, mais c'est juste que c'était pas le Alou Diarra qu'on connaissait avant, quoi. Il était pas si mauvais. Pas copain avec le ballon, par contre. Il est dans l'équipe qui fait quart de finale en 2012 avec Mbia au milieu.
Avec cette fameuse légende qui voulait que Lucho retrouve son niveau parce qu'Aloudjara ferait le travail défensif derrière lui. C'était drôle, ça. Ça, c'était drôle. Ça, c'était les éléments de langage de l'époque. On ne peut pas leur en vouloir. Pourtant, vous savez mon amour pour Lucho, mais ça fait partie des légendes urbaines. Qui on a eu dans vos classements qui n'a pas fini dans le top? Je suis en train de regarder. Moi après, moi, c'est parce que je suis un peu dur avec des gens. Mais moi, j'avais mis Oruma. C'est vrai, Merwan, il a mis Balerdi. Oui. Moi, j'avais mis Morel en 30 pour le symbole. Mais c'est vrai que c'est dur. Parce qu'il y a la dernière saison, mais quand même, les 3 saisons d'avant, c'est un délire. Moi, c'est Pascal Johansen. T'as mis Bamogo aussi, Emma? Ouais, mérité aussi. Ouais, les deux, c'est après Bamogo, on en parlera plus tard, mais il y avait des attentes. Ils sortent d'une bonne saison à Montpellier. Ouais, mais Bamogo, après, on pouvait pas mettre toute l'équipe de 2005 au bout d'un moment. Mais en vrai, Ama a raison, il aurait mérité sa place, mais on pouvait pas mettre tout le monde. Moi, les gars, j'en ai plein dans mon. Ouais, toi, après, toi, t'as du Cabella, t'as du Abavi, du Cuisance. On sent que les dernières années, on pesait lourd dans le classement numéro 1. J'ai du NJ, j'ai du Zubar, il y est ou pas? Non, ouais, non, Zubar, non, il est pas chez toi. Oui, si, il est 16ème chez toi. Putain, moi j'ai mis Barada, il est même pas dans le classement. Non, Barada, c'est une anomalie, c'est mon anomalie à moi, Barada. C'est quand j'ai fait la moyenne du classement, il aurait dû y être. Ah ouais, évidemment, Léo Balerdi. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, Balotelli aussi. Morgan Sanson. Oui. Morgan Sanson. On aurait dû. Balotelli, franchement, c'est pas fou parce que il aurait pu y être. Mais en fait, c'est malgré lui, Balotelli, parce qu'en fait, il fait ses matchs. Ouais, mais en fait, il arrive, c'est déjà trop tard. Et Balotelli, mais c'est ce qui se passe autour de lui, on en a parlé. C'est tout ce qui se passe avant. C'est ce qui symbolise. C'est ce qui se passe avant. C'est scandaleux. Bref, bon, mon plan. Yanis qui nous dit Diarra, il était naze, mort de rire et giga salaire. Deschamps le voulait déjà un an avant. Ouais, c'est vrai que le salaire c'était. C'est exactement ce que je pense, il vient un an trop tard. Et Alan qui nous dit vous aurez pu mettre Zubar. Alors, il reste quand même 10 places. Hein, peut-être qu'il va popper comme ça d'un coup. Non, je crois que j'avais milité pour pas qu'il y soit Zubar. Ouais. Que voulez-vous, le peuple sollicite mes nommés que vous avez squeezés. Mais bon, c'est pas grave. Non, parce que Zubar, il fait une première saison qui est vraiment bonne. Hein. On lui donne la défense. En plus, avec l'arrivée de Julien Rodriguez en janvier, il est vraiment très bon. Je refuse cette solidarité capillaire. et notre ami Samir qu'on salue qui nous dit je ne vois pas encore André Ayew, il est sûrement dans le top 10. Je pense que tu vas être déçu, Samir. Ouais, on en a parlé toi et moi, Samir, mais là non, quand même pas. Enfin, Mohamed qui dit plus soit ce que tu disais, Idriss. Et Morel pour moi c'est l'emblème de la nullité après ma carrière de supporter date que 2013. C'est vrai que Morel c'était compliqué. Merci Mohamed. Ouais, mais surtout Walcott. Morel c'est Walcott, wesh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est dur ça. Mais tu sais, je t'avais raconté cette vanne. Mais on est 1000 fois meilleur. C'est pas comme si on avait un attaquant de pointe capable de mettre les occasions au fond ce soir-là. Bref. Et Morel, frère, je t'avais fait la vanne, genre, tu sais, un peu sur le délire de l'auto-école quand tu passes le code. C'est que tu reçois le ballon dans cette position dans ta surface. Réponse A, tu contrôles poitrine pour ton gardien. Réponse B, tu dégages en corner. Réponse C, tu contrôles et tu dégages avec ton pied gauche. Réponse D, tu tentes une mi-tête, mi-poitrine vers l'arrière alors qu'il y a un attaquant derrière. Réponse C, réponse E, vous êtes Jérémy Morel. Connard. Bon, bref. Non, il y a déjà du monde à parler dans le top et ça fait 10 minutes qu'on parle pour rien. Oui. Allez, on va lancer le top, les gars. On va débuter de la 10e place et puis on va aller crescendo jusqu'à la première. Et on va débuter cette 10e place avec le premier représentant dans la saison 2004-2005 qui figure dans 3 des 4 classements, puisque Idriss, tu l'as mis 12e. Mérité. Il était 11e chez Ama et 19e chez moi. Et Merwan, tu ne l'as pas mis, peut-être que ça remonte un petit peu. Tu nous disais que tu as pris des joueurs un peu plus récents. Eh bien, il s'agit de Fabrice Fiorez, messieurs, qui est 10e de ce flop 30. Fabrice Fiorez, qui ouvre ce top 10. Eh bien, Idriss, non, c'est pas toi, c'est Ama qui l'a mis plus haut. Je vais te donner la parole, Ama. Tu l'as mis 11e, Fabrice Fiorez. Fabrice Fiorez, comment dire, les plus jeunes qui nous écoutent ne vont pas forcément avoir le contexte en tête. Du coup, je vais le rappeler. Fiorez, donc c'est le mec qui est estampillé de PSG, qui joue à Paris, qui la saison avant de signer, comment ça s'appelle, à l'OM, je sais même pas si c'est même pas quelques mois avant. Ouais, c'est en mars. Ouais, il marque au Vélodrome, il célèbre, et juste après, il signe à l'OM, il dit ouais, l'OM, j'en rêvais, jouer au PSG, c'est un calvaire, etc. Et à l'époque, vu qu'il était un peu fourbe, et quand il avait eu un entretien justement au préalable à sa signature à l'OM avec Christophe Boucher, et en gros il a
Il dit qu'à Paris, il gagnait un très gros salaire, un plus gros salaire que ce que l'OM voulait lui proposer. Sauf que manque de peau pour lui, Boucher était pote avec le président du PSG. Et il a appris qu'il ne gagnait pas du tout ce salaire, en fait. Donc rien que ça, déjà, ça démarrait mal. Et ensuite, c'est un mec qui a fini par être détesté et au PSG et à l'OM parce que au-delà de ce move qui était un peu bizarre, il était vraiment mauvais sur le terrain. Son retour au Parc des Princes, là, quand on fait PSG-OM, d'ailleurs, il se prend un attentat de Sylvain Armand qui prend rouge. Incroyable. Il s'était fait démonter. Il y avait une multitude de. Il était déjà très porté sur la baston. il s'était pris les banderoles en plus là, avec DU qui revenait au Parc des Princes pour la première fois. Parce que c'était le chouchou du parc. Et le gars, s'il n'y a pas à l'OM, il a raison, Ama. Il arrive, ouais, mais l'OM, ça a toujours été mon club de cœur et tout. Alors que Ama a dit, quand il marque contre l'OM avec Paris, il célèbre. Il célèbre pas. Hein. Il jubile. Oui, non, je suis en train de revoir les images pendant que vous parlez. Il jubile sa race. Le point devant le ah ouais, virage, il nargue le virage sud et tout. Il fait le tour. Il jubile sa race, Fiorez. Et c'était le chouchou du parc. Et va savoir par quelle magie fait que Anigo se dit ce serait une bonne idée de le faire venir à l'OM. En plus, il est en fin de mercato. Ouais, il arrive, je crois qu'il arrive en joker médical, en mode c'est un peu à la Rongier où il arrive le 3 septembre, en mode on le veut vraiment et tout et tout. C'est une anomalie complète. En fait, ça fait partie de ces transferts qui ont rien pour marcher. Ah oui, dès le début, tu sais, sur le papier, ça pue. Et on va utiliser beaucoup cette expression dans cette émission. Mais sur le papier, l'idée est pas bonne. Sur le terrain, avec les joueurs que tu avais, il n'y avait aucune raison que ça marche. Moralement, physiquement, il n'y avait pas de mariage avec le public de faisable. Et du coup, ça s'est fini par un mec qui a signé un contrat de 5 ans et qui, du coup, a laissé mourir ce contrat par des prêts à Lorient, des prêts un peu partout. Et en 2009, Qatar, il va au Qatar aussi. En 2009, c'est la fin de son contrat. Et il dit, bon, merci, au revoir. Et il se barre. Et la petite histoire veut que l'OM soit champion l'année où il s'en va. Ce qui n'a rien à voir, mais ça me fait rire. Comme John, il nous dit, comme disait Vaïd, j'ai vomi. C'est vrai. Je ne veux pas mentir, hier, je vomis. Fiorez aussi... les gens qui ne le connaissent pas, il était aussi vraiment pas aimé par les autres clubs parce qu'il simulait beaucoup. Genre, si je peux comparer dans l'histoire récente, c'est comme Valbuena qui simulait pas mal, quoi, et qui était détesté par tous les clubs, sauf par les supporters où il jouait. Fiorez, c'était pareil, en plus de ce transfert qui était très bizarre, quoi. Il avait une tête. S'il était né 10 ans plus tard, il aurait joué dans le Lyon d'Hubert Fournier, c'était sûr. Ah oui, il a tellement la tête du Lyonnais. Tellement. Avec Léo Dubois et tout. Et John Davon qui rajoute Fiorez, tu simules aussi avec des U, c'était une banderole. Je voulais pas le relever ce commentaire, mais moi aussi je me permets. Mais c'est vrai qu'il y avait des rumeurs. Mais oui, non, elle a existé cette banderole. Oui, elle avait existé. Et puis même Deus s'était vexé parce que lui, il était parti en moyen bon terme avec Paris. Parce qu'en soi, c'est Paris qui veut pas le prolonger à ses conditions, il se barre. Et après, il signe à l'OM, mais lui, à la limite, ça allait parce qu'il s'en va avec un titre. Mais du coup, il a mangé par rapport à Fiorez pour rien, le pauvre. Là, j'ai tapé Fiorez DU banderole dans Google Images, c'est beau, hein. Franchement, c'est du grand art. On va pas toutes les dire parce que on risquerait de se faire strike, mais il y a quand même de jolis mots. Et c'est vrai, Alan, ce qu'il dit aussi, c'est la symbolique importante. Alan, il nous dit il a pris le numéro 11 de Drogba en plus. Ah ouais, putain, c'est vrai, Alan, merci. Alan a raison, quel imbécile. Oui, il en parle dans une interview quelques années plus tard. Je sais pas si c'était un truc. Je crois que c'est Culture PSG, je crois. Et en gros, il dit en gros, c'est l'une des mauvaises décisions qui ont été prises de sa part quand il a signé à l'OM. En plus d'être venu à l'OM, d'avoir pris le numéro de l'idole absolue du public la saison d'avant, quoi. En vrai, et puis il y a aussi Anigo qui l'a lâché complet. Quand Anigo a vu que ça marchait pas et que sur le terrain ça allait pas, il l'a abandonné complet. Alors que c'était son choix, son joueur et tout. Immonde. Sachez que Jordan Ayew vient de marquer contre Arsenal. Donc voilà, c'est une alerte. Ah non, c'est vrai. Voilà. Tout peut arriver. Hein. Arsenal pour se prendre des buts de Jordan Ayew. Et l'OM. Et l'OM, c'est vrai. Jamais le mec qui est venu mêler David Beckham. Alors que c'est incroyable. Beckham qui prend la peine de se recoiffer quand même, Slovan. Faire le tête avec Jordan Ayew. Est-ce que Beckham se souvient de Jordan Ayew, vous pensez? Franchement, il y a de grandes chances qu'il y a des. Pas le nommer. Ouais. Exactement. Malade mental, là. Tu sais, il doit dire ce fatigué là qui est venu me casser les couilles.
Alors que j'étais à deux doigts de ma retraite, là, qui est venu me chercher lui. Fabrice Fiorez, 10e, les gars, du coup. Quelque chose à rajouter sur lui ou... Il était éclaté au sol, je le détestais. Franchement, imagine un petit Idriss, 9 ans, déjà chauve, en train d'insulter toute sa race au vélodrome à chaque fois qu'il touchait le ballon. T'avais déjà la calvasse Ah, j'avais les cheveux très, très crépus, du coup, on avait fait le choix de raser avec mon styliste. On avait fait le choix. On dirait que le mec, il parle de choix de club avec son agent, tu sais. On a fait le choix de prolonger. Non, mais en plus, en vrai de vrai, sans vanne, il fait partie de ces joueurs qui, avec Morel, se faisaient siffler alors qu'il portait le maillot de l'OM dans des victoires. Ça veut dire que l'OM pouvait gagner 2-0. Si Fiorez avait le ballon, il se faisait siffler. Il faudrait faire d'ailleurs une Il émission était sur ça, détesté, le mec. Le listing des joueurs qui, même après des victoires marquants et tout, n'ont jamais été acceptés par le On va faire une émission Gignac. Oh là là. Mais en plus, c'est faux. Au final, il fait combien de matchs Fiorez 19. Franchement, pas beaucoup. Hein. C'est 19, ouais, 19 pas beaucoup. Ouais. Et 2 buts. Et je crois qu'il est blessé aussi, mais au final, sur les 19, je crois que c'est 10 titularisations au max. Ouais. Parce qu'il se fait sauter, il fait partie de ceux qui se sont fait sauter par Nasri. Je pense que ça a été la concurrence la moins difficile pour Nasri de toute sa carrière. Ah ouais, il est arrivé, il y avait Coquet, Steve Marley, Fiorez, ils se sont dit bon, on va lancer le petit de 17 ans. J'aurais dû. De quoi T'as dit quoi, Merwan? Fiorez, je l'ai pas mis, mais j'aurais dû parce que ça m'a aussi marqué le. Et d'ailleurs, je pense que son cas ouvre une jurisprudence à l'OM dans le sens où maintenant, après bon, c'est peut-être pas lui et ça s'est confirmé ensuite, peut-être plus ces dernières années, mais on fait beaucoup plus gaffe au passé des joueurs maintenant. Ouais. Tu prends Gamero par exemple, il dit que c'est lui qui a fait le choix, mais je pense que quand on voit un petit peu la réaction des supporters, je pense aussi que ça ferme des portes. Mais on l'avait raconté dans le top 30, mais quand Lorik Sana vient l'année d'après, ben moi perso j'ai le truc de me dire bon, je me suis fait niquer l'année dernière avec Fiorez, un mec qui arrive de Paris et qui me dit c'est mon club de cœur, tout ça, je vais quand même faire attention. Mais bon, avec Lorik Sana, ça s'est bien passé. Et lui, il s'avère qu'il ne mentait pas et que c'était pas juste une posture. Mais t'as raison, Merwan. Les gars, on enchaîne sur le 9e. Merci, c'est bon. On enchaîne sur le 9e, les le gars. Le pire joueur jamais vu en Ligue 1. Je veux même pas dire l'OM, en Ligue 1 tout court. Vas-y, essayez de deviner dans le chat, là. On vous dit ça pendant que je vous lis le classement de tout le monde. Donc, il est 9e. Excusez-moi, lundi, c'est le dernier jour du mercato estival le plus fou peut-être de ces dernières années. Il y a eu combien de transferts ce jour-là? Ah ouais, c'était n'importe quoi. Hashtag on est si bien ensemble. Vincent Labrune en roue libre. Ah ouais. Doyen sport à poil dans les bureaux de la commanderie. Après, on peut leur donner un indice. On peut leur donner un indice. Fruity Loop Studio. Si je devais donner un indice. Le numéro 9, FL Studio. Voilà. Ben, il est 9e chez Idriss aussi. Il est 5e chez Ama. Ouais, Ama, c'est. Oui, je l'ai pas mis. Le gars, il était vraiment rené. Il est 13e, mais Merwan, tu l'as pas mis non plus, Merwan. Non, mais en fait, moi, il y avait un problème dans mon top 30 parce que je me souviens l'avoir noté dans ma liste élargie. Et derrière, Idriss avait harmonisé mon classement. Et il a comblé des trous et peut-être que c'est de ma faute en fait. Il avait laissé des trous dans son classement, Merwan. Complètement mérité. Pour vous donner une idée, dans le classement de Merwan, il y avait 2 fois Alessandrini. En 12 et en 17. Il voulait tellement le mettre qu'il a fait 2 fois. Le numéro 11. Bravo à Carlos et à Yanis qui l'ont trouvé dans le chat. Puisqu'il s'agit, du grand Paolo De Seglier, qui est 9e de ce flop 30. Paolo De Cielier, comme on devrait dire à l'italienne. De Cielier, qui arrive de près de la Juventus en fin de saison, fin de mercato 2015-2016. Et qui ne va faire que 12 petits matchs à l'OM. Assez pour voir l'étendue de toutes ces lacunes, j'ai envie de dire, les gars. Le match contre le PSG avec Di Maria en vis-à-vis. C'était incroyable. Moi, c'est ce match-là qui m'a dit c'est bon. Ce n'est plus un genre de football. Il est complètement. Mais ça l'était déjà pas. Après, moi, je le connaissais pas. Je l'avais pas vu à la Juve, tu vois, ni en Italie. Personne l'avait vu à la Juve. Non, son vis-à-vis avec Di Maria, là sur le Classico, incroyable. Il se fait prendre, il se fait déposer à chaque fois, alors que Di Maria, c'est pas non plus le genre le plus véloce, mais bon. Carlos qui nous dit il avait la VMA d'un caniche de 73 ans. Franchement, ça se rapproche. Hein. Non, mais moi, ce qui me frappait, c'est
c'est que le mec n'est pas un footballeur. Il n'a pas la motricité d'un joueur de foot. Il savait pas conduire un ballon, il savait à peine le contrôler. Je sais pas, il avait rien d'un joueur de foot, rien du tout. Il avait le dos voûté quand il courait, il regardait que ses pieds. Je sais pas, il fait partie de ces grandes anomalies du football où tu te demandes ce qui se passe en Italie. Après, tu apprends les rapports de son agent avec la famille Moggi qui a longtemps présidé la Juve et qui aujourd'hui est à la tête de Watford et de l'Udinese. C'est le foot italien dans toute sa splendeur et va savoir pourquoi, comment. Vincent Labrune s'est dit pourquoi pas. Vous savez ce qu'il dit après son passage? Est-ce que c'est ce qu'il dit? Après, il donne une interview à la Gazzetta et il dit j'ai livré des performances. Alors, j'ai la déclaration et on l'interroge sur son passage compliqué à l'OM. Il dit bien sûr, vous pouvez toujours faire mieux vous entraîner, mieux jouer. Mais je vais vous raconter comment ça s'est vraiment passé à Marseille. Jusque fin janvier, j'ai livré des performances décentes. Qui n'étaient pas bonnes. En janvier, on m'a garanti un départ vers la Liga. Mais au final, on m'a retenu. Comme récompense, on ne m'a plus fait jouer. Et c'est là où ça a tourné au désastre. Mais non, il était nul dès le départ. Je pense qu'on lui a pris, qu'on l'a pris pour un con. Je pense que c'est Doyen Sport qui lui a dit écoute, là, c'est le club qui ne veut plus te faire jouer parce que tu es trop fort. Et en fait, ils ont peur qu'on vienne te chercher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va plus te faire jouer. Mais t'inquiète. L'année d'après. Complètement. Et il a raison, John, il a joué 128 matchs avec la Juve. C'est fou. Et là même, il a fait des sélections en Italie, en U19, en U20, en espoir. Non mais c'est incroyable. Et ça veut dire que peut-être que le mec, à un moment donné, a eu un petit niveau, tu vois. Mais... Non, il y avait un creux générationnel, il était là au bon endroit. Non mais attends, il a fait 128 matchs à la Juventus. Comment c'est possible? Il fait quasiment 150 matchs de Serie A aussi. Je sais pas si c'est une dinguerie. Mais pour rebondir sur ce que dit Merwan, le match face au PSG aussi m'a marqué. C'était le fameux match là où je crois que c'est Michi qui fait la célébration. Ouais. C'est là où il y a Barada qui rate le penalty dans le dernier quart d'heure. Ah, exactement. Et c'est pas le dernier match où il est titulaire par hasard, parce que j'ai l'impression de plus jamais l'avoir revu ensuite. Non, dans mes souvenirs, il est titulaire un peu après. Ah ouais? Ouais, je suis en train de réfléchir. J'ai un match au Vélodrome en hiver. Me demande pas contre. Parce que pour moi, peut-être que c'est ma meilleure qui joue un tour, mais pour moi, il disparaît de. Je vais te chercher ça. Je vais te chercher ça. Mais vraiment, les gars, l'OM a 120 ans d'histoire. Je pense réellement que c'est, et de loin, le joueur le plus nul qui n'a jamais porté ce maillot. Non. Ah, moi je pense. Non, gros, il n'y a pas pas plus pire. effrayant. On a eu pire. Non, il n'y a pas pire que de ça. Ah, franchement, c'est frère, c'était même pas un joueur de foot. C'était même pas un joueur professionnel, c'était même pas un joueur de foot. Non, Deruda, il était meilleur que lui. Andrade. Non. Ellington, c'est un gardien à la limite. Non, mais Deruda, il savait faire un contrôle, une passe, lui, il savait pas. Non, mais à la limite, j'entends ce que dit Merwan, mais le souci, c'est que lui, il arrive avec le tampon Juventus. Et tu peux pas t'attendre à ce que le mec ait un niveau comme ça. Il a pas 36 ans quand il arrive chez nous. C'est ça qui est dingue. Ah, mais je suis d'accord sur ça. Moi, je suis d'accord sur le constat que vous faites. Mais on a quand même eu non, on a eu des merdes. emplois fictifs. Non, mais il était. Fabrice Apruzès. Deruda est un bien meilleur joueur que lui. T'es ouf. Quoi? Deruda, il a fait une petite carrière en N2. Dans la PEG, là, il a fait. Non, Deruda, c'est un meilleur joueur que De Segui. Oui, il a fait sa petite carrière. Cantarelli, non, mais les gars, quand même. Non, Cantarelli, c'était meilleur que c'est Marcelo. C'est Marcelo. À côté de Segui, Cantarelli, c'est Marcelo. Tu es sérieux? Non, il était nul. Jean-Philippe Sabotage. Non, mais non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Non, il est vrai. Non, franchement, c'est nul, hein. Mais c'est meilleur que De Segui et de loin. Basilic Boli, alors là, ton pseudo, il est extraordinaire. Sertic Abdenour, c'est pas pire. Alors Sertic est dans le classement. Sertic était 11e. Et Abdenour, il n'y est pas parce qu'on a oublié de le préciser. Non, peu de matchs. Voilà, on a appris ceux qui ont fait au moins 15 matchs. Donc Abdenour ne pouvait pas. C'est vrai que Abdenour, sur les réseaux sociaux, tu le vois avec les abdos et tout, tu te dis, ça va être un monstre. Non, en fait, c'était bidon, oui. Le De Segui, il est plus titulaire après le match de Paris. Je suis pas fou. Il rentre plusieurs fois en jeu. Et sa dernière apparition sous le maillot marseillais, c'était en Coupe de France contre Caen, en 32e de finale, donc le 3 janvier. Oh là. Et après, il n'a plus jamais joué. Et après, il joue plus du tout. D'après les archives d'OM Passion que je suis en train de Mais il dit qu'il a été bon jusqu'à fin janvier. Il y a un truc qui cloche. Début janvier, je jouais plus. Ah si, il est rentré à la 89e contre Lille le 29 janvier. Voilà. Ah, ok. Pour nous. C'était donc Paolo De Segui, les gars. 9e de ce classement. Le pire joueur que j'ai jamais vu sur un terrain de loin, franchement. Franchement, c'est une énigme. Meilleure conclusion. Il n'y avait rien qu'à aller. Pour De Segui. Tu te rends compte que ton côté gauche cette année-là, c'est De Segui et Alessandrini. Les deux, ils sont dans le top.
Et comme le dit Alan, c'était censé être le concurrent de Ben Mendy à gauche. Ouais. Voilà. Et Ben Mendy qui fait pas une bonne saison cette année-là. On croit qu'après l'année Bielsa, il est lancé et qu'enfin sa carrière va décoller, mais il est éclaté Mendy cette année-là. Il fait que se blesser, il est pas bon. C'est vrai. Et la plupart du temps, on joue avec Manquillo à gauche. Je suis d'accord. On passe au 8e, les gars, de ce classement. On reste sur le poste d'arrière gauche, mais là, on va sur un tout autre calibre de joueur. Comme l'a dit Idriss, une des légendes d'un des plus grands clubs de l'histoire du foot, qui arrive à l'OM à l'hiver 2016. La suite appartient à l'histoire. Puisqu'il s'agit, les gars. Alors attendez, je vais d'abord dire, Idriss, toi, tu l'as mis 5e. Ahmad, tu l'as mis 6e. Il était 16e chez moi et il était 9e chez Merwan. Là aussi, il a fait l'unanimité. Vous le voyez en photo pour ceux qui sont sur Twitch. Il s'agit évidemment, et Isandar, tu as raison, tu l'as deviné, de Patrice Evra. Patrice Evra, 8e de ce flop 30. I love this game, comme nous le dit John. Qui l'a mis plus haut là Je crois que c'est toi, Idriss. Hein, c'est Idriss, ouais. Il a mis 5e. Il a mis 5e. Ah, de ouf. Franchement, c'est mérité, non? Ah oui. Moi, tu prêches un convaincu. Je suis pas fou, non? En vrai, moi, il n'y a que cette photo que je viens de mettre sur Twitch, là, la photo après le match contre Nice, où il est nul à chier. Oui, exactement, merci de le préciser. Il se fait démonter par Saint-Maximin tout le match. Il marque, en plus, je me rappelle, allez savoir pourquoi, mais c'était le soir du 2e tour des présidentielles Macron-Le Pen, là, bon, bref. Du coup, il fait sa célébration avec des grosses couilles, là, en mode, ouais, je suis l'homme des grands matchs. Mais nique ta race. Nique ta race. Tu te rends compte? On recrute Evra, le mec, 6 mois avant, il est en finale de Ligue des Champions avec la Juve contre le Barça de la MSN. Non, 1 an et demi avant, pardon, je dis de la merde. On le recrute et on se dit, bon, pour la Ligue 1, Patrice Evra, ça va, il n'est pas non plus fini. C'est faisable. On ne va pas lui demander de monter sur toutes les actions, mais avec l'expérience et tout, en plus, on avait un groupe qui était jeune, l'année du rachat. On s'est dit Patrice Evra avec des mecs comme Payet, Thauvin, c'est des mecs un peu cons dans le vestiaire. Il va réussir à les tenir. Le mec a été capitaine à Manchester United. Mais ta gueule. Il a été nul. Il s'est pris des sauces par des mecs. Oh là là, par des liénards. Par des Leimers là, de Salzbourg. Des liénards et tout, mais même contre des équipes contre Domzal, là. Ouais, il se faisait manger. Oh, il était nul. Contre Salzbourg, et la Leimer, il le fait danser tout le match. Mais là, vraiment, c'est pas juste pour aller dans l'excès. C'est vraiment Leimer le fait danser tout le match. J'ai regardé des matchs de Patrice Evra pendant son prime, notamment récemment. J'ai regardé un Chelsea United grande époque. Ouais. Donc c'était 2007-2008. Et en fait, tu regardes que Patrice Evra, c'est un joueur qui était avant tout. C'est un joueur qui était avant tout physique. Mais le truc, c'est que si physiquement il n'est pas au top, il est complètement nul. Le mec, il est constamment en retard, mais en fait, il dégage de telle puissance sur ses appuis, il est tellement bon dans les duels, il va tellement vite qu'en fait, il arrive systématiquement à compenser et à apporter quelque chose, tu vois. Mais en fait, tu vois que s'il a plus ça, et visiblement l'homme, il l'avait plus, il était constamment hors sujet. C'était franchement, je crois qu'il fait un premier match où il fait une passe décisive, je crois, ou quelque chose comme ça. Où il est plutôt OK, son premier match. Mais je crois que c'est après Lyon. Il joue contre Montpellier, son premier match. Et c'est le fameux match où on le voit faire un discours d'avant-match. C'est là où on gagne 6-1 avec le triple bonus, là. Alors je t'avoue que je sais pas le score, je me rappelle plus. Non, mais je et crois il y avait des images d'OMTV où tu le vois dans le vestiaire avant le match, et là il fait oh les bouffes. Non, mais parce qu'en plus, je sais pas si vous vous souvenez de la conférence de presse de présentation, et j'aimerais que vous m'aidiez justement. Parce qu'il fait le tchatcheur lors de la conférence. Attends, je viens vous aider. Mais Fabrice, il vient rendre service. Lui, il n'est pas venu pour jouer au foot ou quoi. Non, là, il vient rendre service. Rappelle-toi, c'était l'histoire de Zoubi qui va le chercher avec la C3 jusqu'à Turin. C'était le PowerPoint de Jacques-Henri Hérault. Le montage avec la tête de Zoubi. Ah ouais, le storytelling à son paroxysme. Avec Titi, c'est toi le boss en covoiturage à partir du Mont Blanc. Non, attention. Storytelling au maximum. C'était Hollywood, l'histoire du transfert d'Evra. Il fallait qu'il vienne, il est venu rendre service, il a été touché par le discours de Jacques-Henri Hérault, il avait envie... Déjà, ça aurait dû nous alerter, ça. Ah, mais à l'époque, on savait pas. Non, mais à l'époque, on savait pas. Jacques-Henri Hérault, il était encore dans l'illusion à ce moment-là chez nous. On était en train de se dire, il est un peu spécial, mais pourquoi pas? Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Le point, je me demande pas s'il a pas quelque chose mentalement, Evra. Parce qu'en fait, il est tellement... En fait, d'un mois à un autre, il change en fait complètement de mindset et il te sort des trucs vraiment à l'opposé, tu vois.
Par exemple, tu as un mois où il va se montrer en étant très pratiquant du point de vue de la religion. De l'autre côté, après, tu vas le voir, il va faire complètement n'importe quoi. Après, l'autre, il va défendre les LGBT. Et puis après, plus non. Et puis après, il va donner des insultes. Enfin, le mec, vraiment, il passe de A à Z. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, je me demande s'il n'a pas vraiment quelque chose. Là, on a vu récemment qu'il a révélé un petit peu son passé, etc. Il n'a pas eu passé une enfance difficile. facile. Ouais. Et je me demande en fait s'il n'est pas juste vraiment hyper instable, tu vois. Et non, je le pense sérieusement parce qu'en plus, quand on parle pas. Oh, il y a Oumout sur le chat. Salut, il y a Oumout Bozok qui est là avec nous. Ouais, mon frérot, comment ça va? Salut. le meilleur buteur. Oumout, de ta renaissance entre guillemets en Turquie. Le meilleur buteur du championnat turc. Voilà. Oumout, tu me connais pas, mais sache que je t'avais mis des bonnes notes à Football Manager quand je notais les joueurs de console à l'époque. Donc c'est un peu participé à ta réputation. Ouais. Mais bon, bref, de toute façon, il faut que je lui parle. T'as noté les joueurs dans Football Manager, vraiment? Ouais, j'avais fait Consola, j'avais fait Istres, ensuite le Graves, j'avais fait l'OM, mais malheureusement j'avais fait l'OM époque Barada, Desaguiliers, etc. Ok, il avait un passé de intéressant, je savais pas du tout. Non, je peux t'en parler plus en détail, mais oui, je l'ai fait pendant quelques temps. Ok. Mohamed qui nous dit Duharig, Carlos qui nous dit Roland Tournevis. Voilà, c'est ça le prime Evra, c'est pas ce qu'on a vu à l'OM. Non, mais vraiment, en fait, Evra, le seul bon truc à sortir de son passage à l'OM, c'est des moments comme ça, mais c'est pas sur le terrain, il y a rien. Et puis franchement, il prenait un salaire d'enfoiré, Evra. Et c'est-à-dire il prenait, je crois que c'était le deuxième plus gros salaire du club derrière Payet. Je crois qu'il prenait plus que Gomis et Thauvin. Ah oui. Mais et Jacques-Henri Hérault s'est vraiment frotté les deux mains quand il y a eu l'histoire à Guimarães, parce qu'il s'est dit on va pouvoir le licencier pour faute grave sans indemnité, sans rien, tu vois. Moi, tu sais que je l'en ai pas vraiment voulu pour son coup. Ouais, non, c'est normal, si un mec il lui parle comme ça, c'est normal qu'un être humain il puisse disjoncter. Hein. Ouais, moi je suis d'accord en vrai. Oui, non, sur ça, non, c'était juste. Mais en fait, c'est juste que ça vient ponctuer un début de saison qui était dégueulasse, où tu te rends compte que c'est à ma vie qu'il le fait sauter. Et on se dit, enfin un vrai latéral gauche. Bon, on savait pas. On savait pas. Mais et en fait, ça à ma vie qui était dans une bonne période. Oui, mais bon à l'OM. équipe de France même. J'étais content qu'il ait mais on sort d'un arc où nos latéraux gauches ont été respectivement Ubokan, Bedjimo, Benjamin Mendy, Doria, Rekik, Evra. Avoir à ma vie, ça respire un peu, tu vois. Et bon, bref. Et cette histoire du high kick, elle arrive un peu après ça. Et du coup, c'est la cerise sur le gâteau de son passage. Mais voilà, de voir un aussi grand joueur qui vient au club. Et on en a eu des mecs qui sont venus finir leur carrière au club. Je pense à Jean Tigana ou là, ça me vient pas, mais bon, bref, on s'en fout. Mais des mecs qui se sont autant plantés sur et en dehors du terrain, il y en a pas. C'est vrai, voilà, sur et en dehors du terrain, c'est vrai que... Tout faux. Mais voilà, il y a Joe Derson qui parle de Rami. Après, il n'était pas vraiment en fin de carrière. Rami, il était sur la pente descendante, mais il avait déjà 31 ans, 32 ans. Il n'était pas si vieux. Mais ouais, Evra, c'est un raté complet, quoi. On passe au 7e, les gars. Donc, on répète 10e Fiorez, 9e Desaguiliers, 8e Patrice Evra. Donc, on part sur de bonnes bases là pour ce top 10. Et on va passer à la 7e place. Et là aussi, un joueur qui a fait l'unanimité, les gars. Puisque Idriss, toi, tu l'as classé 22e. Ama, tu l'as classé 12e. Merwan, tu l'as classé 5e. Et moi aussi, d'ailleurs, on l'a mis 5e tous les deux. Il s'agit, messieurs, dames, de Christian Jiménez, l'attaquant qui est arrivé du FC Bâle avec le costume de meilleur buteur du championnat suisse, qui arrive à l'été 2005 à l'OM. Et qui va nous faire croire de belles illusions lors de son premier match, puisqu'il marque face à Ajaccio, rappelez-vous. Très belle tête. Très belle tête, oui, sur un superbe centre. Je sais plus qui. Et ce jour-là, je rappelle que Rafik Saifi avait égalisé pour l'AC Ajaccio. Magic Rafik. Est-ce que c'est pas un Saifi qu'il a manqué à l'Algérie la semaine dernière? Oh là 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 là. Oh là là là. Allez, pas passons, s'il vous plaît. Ah, mais d'ailleurs, Jiménez, vous savez qu'il fait une carrière pas dégueulasse derrière. Hein. Il va oui. Il a fait une carrière très... déjà, FC Bâle, 146 matchs, 111 buts, meilleur buteur du championnat suisse. Bon, déjà, tu te dis quand même, bonne référence, quoi. Bonne référence. Et puis, il part de l'OM, il va au Hertha Berlin, et une saison, il fait 36 matchs, 15 buts. Franchement, c'est pas dégueu. Hein.
Franchement, moi, je me permets de prendre la parole parce que moi, il m'a traumatisé. Je devais avoir 8-9 ans, une petite dizaine d'années quand il a signé. Mais le mec, j'ai jamais vu un mec aussi nul, il mettait pas un pied devant l'autre. Et en fait, tu savais que, moi, il y a un truc qui m'énervait avec lui, c'est que tu savais que quand il était sur le terrain, il allait pas marquer. Il allait pas marquer, tu te dis, mais c'est peine perdue avec ce gars-là. Et je crois que c'est le mec, c'est le flop de mon enfance, en fait, carrément. À l'époque, je sais même pas combien il avait coûté, ce qu'il représentait, etc. On m'a juste dit, lui, trop chaud quand il arrive, et le gars, pas un pied devant l'autre durant tout son passage, je crois qu'il met 2 buts. Ajaccio et Metz. Ouais, c'est ça. Un championnat, il célèbre et il se manque dans sa célébration. En fait, il met un coup de pied dans le panneau publicitaire de rage, et en fait, le pied reste bloqué et il tombe. Non, gros traumatisme, Christian Chouinet. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, dégueulasse, franchement. Et surtout qu'en fait, tu tombes d'eau parce qu'on te le présente comme un buteur très adroit, etc., qui arrive avec le costume de meilleur buteur de son championnat. C'est tout le contraire. Premier match, il marque avec une belle tête. Tu penses détenir un super coup et au final pas du tout. Toi, Amat, tu étais au stade en plus pour ce but. Je me souviens que tu en as beaucoup parlé. Comme tu dis, il met un beau but, un vrai but d'attaquant, et forcément tu te dis, ça y est, le mec pour ses débuts, il marque à l'OM, ça arrive pas à tout le monde, sacré mental, on va y aller, quoi. Non, pas du tout, comme l'a très justement décrit Merwan, c'est l'un des pires attaquants de l'OM au XXIe siècle, sans sourcil, il est dans le top 3. Je sais pas si c'est le plus nul, parce que pour moi, il y a Samassa, tu vois, ça se bagarre avec lui, par exemple. Ah oui, c'est vrai, ça Matt Moussilou aussi. Matt Moussilou, mais ouais, non, il est dans le top 3 des attaquants les plus nuls qu'on ait eu. Même ceux qui ne suivaient pas trop l'OM, qui regardaient juste les matchs de l'OM de temps en temps, et tu leur dis Jiménez, ils se souviennent de lui tellement il était mauvais. C'est vrai qu'il y a une bonne place au panthéon des flops quand même. Hein. Il y a une bonne place. Non, et puis rappelez-vous, il vient en même temps que Mendoza, donc le club te dit on a trouvé notre paire d'attaquants avec Niang et tout. Ça y est, l'OM s'est relevé après une saison difficile et tout, l'OM arrive. Ta gueule, tu signes Maoulida et Pagis à la place en janvier, et Jiménez on le revoit plus du tout et c'est mérité. C'est un joueur comme Adji Merwan, un joueur qu'on sentait impuissant. Tu sens que tu pouvais jouer contre une N3 pendant 23 heures d'affilée, qu'il aurait rien fait du tout. Donc ouais, franchement, place entièrement méritée. Moi je l'avais mis bien plus bas parce que parce qu'au final, en fait, l'échantillon n'a pas duré si longtemps que ça. Donc, pour moi, il y en avait d'autres qui méritaient leur place. Mais quand j'ai vu vos classements, j'étais obligé de m'y plier. Mais ouais, éclaté au sol. Il n'y avait rien calé. En plus, rappelez-vous, à Marseille, c'est l'Argentine et tout. Et ta gueule. Éclaté au sol. Cette tête de narcotrafiquant, là. Il faudrait essayer de voir quels attaquants sud-américains, etc., ont vraiment réussi à l'OM. En vrai, des attaquants. Ouais. Jairzinho Garincha dans les années 70, quoi. Jairzinho pour le César. Brandao, et encore. Le mec a plus un jeu du crime. L'OM n'a jamais été aussi fort qu'avec des attaquants bien Ligue 1. Des attaquants africains. Non, mais pas forcément. Oui, déjà oui. Arkadiusz Milik. Oula Je vais appeler Edou. Edou, on parle de Milik. Non, mais en vrai, c'est vrai. Hein, franchement, je m'étais jamais fait la réflexion. Maintenant que vous le dites, c'est vrai que en termes de neufs, on a souvent marché avec soit des neufs africains, soit des neufs bien Ligue 1. Donc, et Carlos qui nous disent Francescoli, évidemment. Mais c'était il y a 30 ans. Ouais, mais c'était pas un neuf, surtout. C'était pas un neuf, c'était plus un 10. Et Brandao, nous dit Alan, c'est vrai, Brandao. Après, sans blague, je pense que l'attaquant sud-américain qui a le mieux réussi du moins au XXIe siècle à l'OM, c'est Brandao. C'est ouf de dire ça, mais... Bon, alors que je l'aime beaucoup. Mais après dans le domaine cheap sud-américain, mais qui n'en était pas un, Ravanelli. Tu vois parce qu'il avait la grinta. Oui, voilà, exactement, le fameux mot. Mais laisse tomber, bref. Mais Ravanelli avait fonctionné dans ce registre-là. Mais sinon, non, aucun. Marseille, c'est l'Argentine. Mohamed qui nous dit un Galsen en neuf, c'est tout ce qu'il faut. Bamba, on compte sur toi. Oui, c'est vrai. Oh, c'était dur à Bamba hier. C'est vrai. Je n'ai pas regardé le match. Les gars, quelque chose à rajouter sur Jiménez ou on passe au 6e? Franchement, Jiménez. Le 6e. Hein. On va passer au 6e. Qui lui aussi est un attaquant. Alors, qui est 2e chez Idriss. Alors, Idriss.
Ça sent le traumatisme. Franchement, j'y croyais. Ah, t'as brûlé ton pain au chocolat ou quoi? Je l'ai mis 4ème, moi, quand même. Je l'ai mis haut aussi. Ah, voilà, tu parles. 9ème. Et il était 4ème chez Merwan aussi. Voilà. On a descendu. Ah, il vous a mis la haine. On a descendu. Ah ouais, franchement. Je pense que lui, il a été sacrifié. En vrai, je vois pas d'autres réponses possibles. Puisqu'il s'agit de Peggy Louindoula, le 6ème de ce classement. Alors Peggy, qui arrive aussi un peu à la manière de Jiménez, avec quand même un certain pédigré. Il arrive de Lyon. Ah non, plus. Non, et lui, c'est le successeur. C'est le successeur de Drogba. De Drogba, c'est tout. Et c'est genre l'une des stars montantes du championnat de France. Non, c'est plus qui est déjà international en plus, qui est déjà international français, qui sort d'une saison à 16 buts avec Lyon, en feu division 1. Les gars, Louindoula, énorme déception aussi, comme tu le disais, Ama. En plus, il arrive aussi avec énormément d'attentes autour de lui. C'est... Je laissais parler Idriss ou... Ah ouais, Idriss, deuxième. Alors déjà, tu nous dises deuxième, là, c'est pas possible. Alors je vais te dire, je vais citer mon philosophe préféré, Jérôme Roten. C'est le genre de mec qui arrive, qui porte le maillot et qui fait caca culotte tout le long. T'as l'impression qu'il s'excusait d'être là, Louindoula, à chaque match. C'est le syndrome de l'imposteur au Vélodrome devant 60 000 personnes tout le temps. Et il fait pas une saison si horrible. Elle est dégueulasse. Il met 10 buts. Je crois que c'est le meilleur buteur de l'OM sur cette saison-là. Il a même une bonne période en janvier où il enchaîne. Ouais, il y a un truc. Et ça coïncide avec la période de l'OM. Excusez-moi. Ça coïncide avec la période de l'OM. Mais attends, mais j'ai entendu quoi, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est une vidéo de Twitter. J'étais en train de scroller pour chercher un truc et d'un coup, il y a une vidéo qui s'est lancée. Bon, on peut pas reprendre l'émission normalement. Il faut que tu c'est Kameto, si vous voulez tout savoir. Mais je sais pas ce qu'il est en train de dire. Ah, d'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait ce week-end. Bon, bref, on s'en fout. Et Louindoula, écoutez, je vais rappeler encore une fois, moi, 2004-2005, j'ai 9 ans. Drogba part, donc je fais mon deuil pendant 40 jours, comme le veut la coutume. Et du coup, on m'annonce Louindoula qui arrive avec d'autres joueurs, dont deux dont on va encore parler plus haut. D'ailleurs, Louindoula, je me permets de te couper. Vas-y. Si je dis pas de conneries, je crois, corrigez-moi si j'ai une bêtise, mais je crois que c'est le transfert entre clubs français le plus cher de l'époque, un truc comme ça. Et il a dépassé justement Paoletta qui était parti de Bordeaux à Paris pour 10 millions d'euros. 14,5 millions. Et Louindoula arrive pour 15. 14 je pense qu'on l'avait pris pour moins. Non, 15 millions. Sur les 38 de Drogba, il en prend 15, lui. Avec un salaire, écoute-moi, pour l'époque, je t'en parle pas. C'était un des plus gros salaires de Ligue 1 avec tous les Lyonnais. Il formait la paire avec Govou à Lyon. Et c'est ce qu'on se disait un peu hors antenne. Je pense que c'était le meilleur des deux, footballistiquement parlant, parce qu'un était déjà international et pas l'autre. Mais malheureusement, il y en a un qui est resté dans son petit cocon familial à Lyon et l'autre qui est venu se brûler les ailes à l'OM. Et c'est ce qu'on disait en ouverture, c'est que c'est un mec qui arrive, je crois qu'au moment où il signe à l'OM, il a 23 ans, mais derrière, il n'y a plus rien. Sa carrière, elle est freinée. Le gars est international et tout. L'OM, c'est vraiment ce qui l'a tué. Parce qu'il avait du talent, même avec le PSG, on l'a vu derrière, par bribes, mais on l'a vu. Mais mentalement, il était plus. Tu pouvais plus jouer au football après une saison comme ça. Le gars arrive après Drogba. Il n'y a même pas de parallèle à faire aujourd'hui. Parce que ce que Drogba a fait à l'OM, on l'a vu nulle part ailleurs. Et le départ, aujourd'hui, limite, on s'y attendrait parce qu'on est habitué à voir un gros joueur faire une grosse saison et partir. Drogba, on s'y attendait pas du tout. Et donc Louindoula qui arrive et qui prend sa place, on se dit bon, on a quand même récupéré peut-être le meilleur attaquant, pas le meilleur joueur, mais le meilleur attaquant du Lyon champion de France. C'est peut-être une bonne pioche. Et Louindoula était nul. Il se tétanisait à chaque action chaude. Dès qu'il y avait un 2 contre 1 à gérer, il donnait en tout cas l'impression d'être tétanisé par le jeu. C'est la photo que... Exactement mon ressenti. Une greffe qui n'a jamais marché, qui a été timide. Il y a des petites périodes où il marquait. Tu disais, peut-être, et si. Et finalement, non, jamais. Et j'ai l'impression que des grosses attentes au début, mais en fait, on s'est vite fait une raison et il part finalement pas dans l'anonymat, mais enfin, voilà. Il part dans l'anonymat. Hein. Dans la suite logique en fait d'un passage anonyme. Il s'en va. Dis-toi qu'il s'en va entre. Il s'en va à l'Éventé entre les deux matchs de la Corogne. Ah oui, ok. Je crois qu'il est titulaire à l'aller contre la Corogne quand on perd 2-0. On va à Lens le week-end d'après, il joue. Il est remplaçant, mais il joue les 10-15 dernières minutes, on perd.
Et il s'en va à l'Eventé dans la semaine. Et le mercredi, quand on reçoit la couronne, on gagne 5 c'était pas au Cerf. Non, il va au Cerf avant l'Eventé. Ah ouais, au Cerf avant l'Eventé. j'étais quasiment sûr qu'il allait à l'Eventé, pardon. Mais bon, bref, il s'en va dans l'anonymat le plus complet. On n'en a rien à faire. C'est même pas une perte. Parce qu'on avait parce qu'on a recruté Jiménez, donc c'était pas une perte. Mathieu, tu peux lire comme la deuxième carte française des New York Red Bulls sur FUT avec Thierry Henry des années 2010. Vas-y, Ama. Non, tu peux lire la question de Yanis dans le chat parce que j'ai la réponse à sa question. Yanis nous demande est-ce que vous savez qui on devait recruter pour l'après Drogba avant de faire le Windoula? Ça parlait de plein de noms étrangers. Alors, je crois que c'était Samuel Eto'o. Je suis devant un article du 13 juillet 2004 du Parisien et parmi les noms qui circulent, effectivement, l'international camerounais de Majorque, Samuel Eto'o. Qui va derrière aller au Barça. Mais... On est passé à ça de la Ligue des Champions. Imaginez la team pastis à l'époque. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'un attaquant camerounais qui n'a rien fait à Majorque? C'est quoi ça, Majorque? C'est quoi ça, Majorque? Louis Ndoula, on sait, il a des références en Ligue 1 et tout. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr, s'il a été prêté par le Real Madrid, c'est qu'il est pas bon, machin et tout. Ouais, non, il a déjà essayé un club avec de la pression, il n'a pas les épaules. Et on parlait de pastis Twitter. Est-ce que tu peux m'envoyer le jingle, Idriss, s'il te plaît? Attends, c'est parti. Top jingle. Ah, qui veut un petit pastaga, les mecs, hein? On a décidé de ressortir le jingle, messieurs, parce que avant l'émission, j'étais en train de parler avec Idriss. On était déjà sur Skype, on commençait à discuter. Et là, boum, le tweet pastis Twitter qui tombe. Incroyable, je ne l'ai pas vu venir. Donc il y a notre ami Axel OM qui met un petit sondage. Alors toujours, c'est du Axel OM. Hein. Elle commence bien cette phrase. C'est du Axel OM, notre ami, on le salue, il nous dit, il fait un sondage sur Twitter. Vous prendriez Mbappé libre à l'OM si c'était possible? Réponse anonyme. Donc bon, vous avez bien compris, c'est ironique, etc. Pas de souci. Donc il met oui ou non. Et en dessous, il y a un tweeto. Donc je ne citerai pas le nom parce qu'on s'en fout. Voilà, on n'est pas là pour afficher des gens, on est juste là pour rigoler. Qui dit, dans un premier degré, mais absolu, pour tout l'argent du monde, je préfère avoir un Bakambu moins talentueux qui à chaque but marqué n'oublie pas son peuple meurtri par la guerre, qu'une vulgaire pastèque avide et individualiste, engraissée par l'argent de la QNB qui a financé le terrorisme, y compris en France. Merci à Droite au but TV. Ce que j'allais dire, en plus, c'est un compte qui a un peu de followers quand même, tu vois. C'est un compte qui a, messieurs, dames... 27 000 abonnés. Oh là 27 000 abonnés, qui est coutumier de ce genre de tweet. Hein. Un des grands adorateurs de la team Alvaro, team André Villas-Boas. La prochaine, je sais pas si c'est ce qu'on fait la semaine prochaine déjà, mais si le jour où on refait une émission d'actu, il va falloir parler d'Alvaro. Oh c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'on pourrait faire une émission sur ça. Moi, parce qu'en plus, je pense avoir un avis qui n'est pas le vôtre concernant Alvaro. On en parlera. Mais voilà, c'était la manie de passer sur Twitter. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas sorti le jingle, donc c'était l'occasion. Je suis tombé sur ça, j'ai dit, il faut qu'on la sorte. Et du coup, Mbappé à l'OM, vous prenez ou pas? Bah non, ça va pas ou quoi. Franchement, il a pas sa place. On passe attends. Déjà qu'on n'arrive pas à jouer avec Milik et Payet, tu vas rajouter Mbappé, toi? En backup de Aminarit, pourquoi pas. Et on passe au 5e, à part si vous avez rajouté quelque chose sur notre ami Peggy. Il me dégoûte. J'étais un jeune garçon qui aimait bien le football, il me niquait mes week-ends comme ça, je te déteste. On passe au 5e, les gars. Et le 5e. D'ailleurs, attends, Idriss, tu les passes où maintenant tes week-ends? Au fossé. Allez, sujet suivant. Non, mais là, je peux le dire si tu veux. Ce week-end, j'étais à Londres pour la WrestleMania Weekend. Le WrestleMania Weekend, pardon. J'ai pas besoin d'entrer dans les détails, mais c'était juste pour ça. Le plus grand week-end. Il voulait que tu le places. Ah, je m'en fous. De toute façon, j'ai aucune honte, hein, les gars. Je suis un gros fan de catch et ce week-end, c'était la WrestleMania Week. Donc, j'étais à Londres pour vivre la WrestleMania Week à 100% et j'ai passé un excellent week-end, bien que je n'ai pas beaucoup dormi. John, il savait, il a dit Londres, il paraît. John, il est bien informé. Je pense que tu as suivi. Non, il était au Phocéen et au Phocéen, ils m'ont balance. Ouais. Ah, d'accord. Mathieu, il y a Alan qui dit sur le chat, oui. sur le tweet, bref, vas-y, parle, parce que je... Oui, t'arrives pas à parler. N'oublie pas, demain à 9h, orthophoniste. Alan, il nous dit, ça serait bien qu'on devine le top 3. Ouais, excellente idée, Alan, on va essayer de vous faire deviner après. Ouais. On fait le 5, le 4, et après, on essaie de vous faire deviner. En tout cas, vous allez essayer de deviner, plutôt. Et on passe au 5, Idriss vous a spoil, parce qu'il a mis la photo sur Twitch. Mais pour ceux qui nous écoutent, on va vous le dire, hein, c'est 6e chez Idriss.
il est 3e chez Ama. Ah oui. Il est 6e chez moi aussi. Et Merwan, il est 6e aussi. Ah ouais, on a été quasiment unanime sur la 6e place, sauf Ama, qui l'a mis 3e. Là aussi, comme Patrice Evra, c'est une légende à son poste, une légende dans un très grand club européen. C'est Bicente Lizarazu, qui débarque à l'OM en 2004-2005. Pour 6 petits mois seulement, et puis qui va retourner tranquillement au Bayern Munich pour retrouver son niveau juste après. Bicente Lizarazu. Tiens, Ama, tu l'as mis haut, je t'ai exclaffé quand j'ai cité son nom. Vas-y, je t'en prie, déverse ta haine. Non, alors, non, avant toute chose, j'adore Bicente Lizarazu. C'est pour ça que je l'ai mis aussi haut, parce que, comment dire, on connaît tous le pédigré de Lizarazu, le Bayern, l'équipe de France, etc. Et donc, quand il arrive à l'OM, même s'il est un peu vieux, je le vois avec mes images d'enfant, je me dis c'est génial, on a Lizarazu chez nous, l'un des meilleurs arrière-gauche du monde. Ça y est, on va break, n'importe quoi. En plus, il vient de sortir de l'Euro 2004 avec la France, où il est pas si mauvais que ça. Vas-y, Ama. Et donc, on va rentrer dans une nouvelle dimension, mais Lizarazu, son passage à l'OM, il a été mauvais et ponctué par un match absolument catastrophique contre le Paris Saint-Germain, où il fait boulette, il se fait balader par Boskovic, etc. Mais le pire, c'est que du coup, il quitte l'OM au mercato hivernal, il repart au Bayern Munich où il est titulaire. Il est titulaire indiscutable. Il joue tous les matchs en championnat et il joue tous les matchs en Ligue des Champions. Genre, je me rappelle avoir vu, je crois, c'était contre Chelsea, c'était un 8e ou quart de finale. Je me dis, mais attends, c'est le même joueur qui était chez nous il y a 2 mois, c'est quoi ce Beans, tu vois? Et voilà, c'est pour ça que... Oui, c'est l'expression qui m'a... J'ai pas voulu relever, mais ouais. Merci, Mathieu. Non, mais c'est pour ça, c'est comment ça s'appelle il était aux antipodes de ce qu'il nous a montré à l'OM. Genre, juste en quittant l'OM et en quittant Philippe Troussier, c'est redevenu le Lizarazu qu'on connaît. Et on s'est dit, mais pourquoi... je me suis dit, pourquoi on n'a pas eu la meilleure version qu'on connaît de lui, quoi, la haine, quoi. Il l'a à peine connu à Troussier, en vrai. Le match contre... mais c'est l'une des raisons de son départ. Il s'aimait pas du tout, par contre. Oui, mais il était déjà sacrément éclaté avec José Anigo. Et le match contre Paris au Vélodrome, c'est le dernier match d'Anigo, parce que c'est José en 2004 pose sa démission sur 2 défaites d'affilée contre le PSG, 2-0 au Parc et 3-2 au Vélodrome. Mais on est déjà fin octobre. Et la saison elle est déjà bien entamée. Et Lizarazu, ça faisait déjà un moment qu'il est éclaté. Mais j'ai pas grand-chose à rajouter d'autre par rapport à ce qu'a dit Ama. C'est sans doute le plus grand latéral gauche de l'histoire du Bayern. Et la phrase est quand même lourde de sens pour un club comme ça. Et là pour le coup c'est mon avis, le plus grand latéral gauche de l'histoire du foot français. Le mec arrive à l'OM, il est encore dans son prime. Même s'il est vieux, il est encore dans son prime. Tu sens pas qu'il est en train de lever le pied, pardon. Il est éclaté, mais même pas un match à ressortir, même pas un truc, une action, un délire. Le seul truc c'était qu'avec Barthez ils étaient contents d'être ensemble à l'entraînement. Il y avait un écart de génération après ça. Il le dit, il l'a raconté aussi par la suite. Mais il y avait un gros écart de lui qui arrive du Bayern où tout le monde sait ce qu'il a à faire et tout le monde arrive à l'entraînement à l'heure, se donne à fond, tout ça pendant les entraînements. Et puis il arrive à l'OM où il arrive à gauche, il y a Bamogo, à droite il y a Pedretti, devant lui il y a Nasri qui a déjà les pics en blond. Il y a un écart de culture où le mec il croyait arriver dans une équipe professionnelle et il s'est retrouvé dans une équipe déjà pas au niveau et en plus avec beaucoup trop de jeunes joueurs. Donc il n'y avait rien qui allait. Amal l'a dit, on était jeunes, on était contents, mais pour le coup peut-être c'est... que s'il signait à l'OGC Nice, Lizarazu, ça aurait été une autre Côte d'Azur et peut-être un peu plus adapté pour lui, non? Peut-être. Après, je pense pas qu'ils soient venus pour prendre un beau chèque avant de partir ou quoi. Je pense que c'est vraiment ils prennent un gros salaire. Je pense vraiment que culturellement, Lizarazu, c'est pas Marseille. Ouais, complètement. Tu vois, c'est plus Pays Basque. Tu vois, et peut-être que c'est pas un truc où il se sent à l'aise. Tu vois. Complètement. Il l'a dit aussi que le côté, le mec en plus, il aimait bien sortir en ville et tout. Il se baladait dans Aix-en-Provence ou dans Cassis ou quoi, il se faisait tout le temps alpaguer. Oh, tu es trop mort, Lizarazu. avec sa femme, ses enfants et tout, et que ça pour lui, c'était pas vivable. Au Big Zant. Au Bichette. Au les cheveux, la côte de Taras. Ça fait 2 comptes de Taras, Idriss, fais gaffe. Mais dis-toi que Lizarazu, du coup, il quitte l'OM parce qu'il s'entend pas avec Troussier, et Troussier ramène qui au mercato hivernal? Koji Nakata.
qui figure dans ce flop 30 à une magnifique 13e place. Franchement, il aurait mérité d'être 2 en vrai, Nakata. John, il soulève un point. Il dit le débat à l'époque, c'était qu'il jouait en 4-4-2 avec le Bayern, mais que le 5-3-2 de Troussier était incompatible avec lui. Et il y avait déjà des grandes théories tactiques à l'époque. Déjà, en plus, sur les forums. Sur le forum du Fossé, exactement. Les gars, quelque chose à rajouter sur Lizarazu franchement, rien. Regret. Franchement, tu te rends compte qu'en vrai, le mec est resté 6 mois et qu'il est top 5? C'est fou quand même. C'est dire la statue aussi. Parce que c'est un des meilleurs arrière-gauche de l'histoire de l'équipe de France. Et comme toi, je te rejoins sur le fait que c'est le meilleur arrière-gauche de l'histoire de l'équipe de France. Donc c'est normal qu'on soit déçu. 97 sélections, presque 300 matchs avec le Bayern. C'est fou. Hein. C'est une légende, quoi. C'est une légende. Mais en vrai, c'est une légende du foot tout court. Le mec a été élu 3 fois meilleur latéral gauche du monde. Et le mec, une fois qu'il prend sa retraite, c'est nous à l'OM, on prend Nakata, mais au Bayern, ils mettent Philippe Lam. Tu sais, c'est un joueur qui fait partie de ces rares joueurs anciens qui, dans le foot actuel, serait toujours aussi fort. Parce qu'il avait mais en plus, incroyable. Et en plus, il se régalerait encore plus. Parce que tout il serait encore plus fort. Encore plus fort. Tout est fait pour laisser de la place à des latéraux, alors qu'à l'époque, le mec était juste là pour prendre les poubelles de Henry ou de Zidane quand il jouait sur le côté. Alors que là, aujourd'hui, il aurait un vrai rôle dans le jeu et tout. Il serait monstrueux. Il n'a pas laissé une grosse trace en dehors du Bayern dans l'imaginaire collectif. Ah si, quand même, à Bordeaux, il est dans l'équipe qui fait finale de 96 avec Zidane, Dugarry et tout. 300 matchs à Bordeaux. Non, mais je parle vraiment à l'échelle systémique. Le fan, quand tu penses genre de foot, même genre de foot français, Lizarazu, je sais même pas si ça vient top 10. Hein. Et à tort ou à raison, c'est pas le souci, tu vois. C'est parce que c'est un poste défensif, peut-être. Ouais, c'est le latéral gauche, quoi. C'est le poste un peu insignifiant. Mais encore plus à l'époque, c'était un poste assez anonyme. Ouais, complètement. Non, t'as raison. Mais puis, pour ceux que ça intéresse, allez vous intéresser à son tableau de chasse féminin. Il y a un délire. Le boug est mignon. Le boug est mignon. Et juste pour la petite histoire encore, ça vient de me popper. Ouais, comme ça on passe, parce que là l'émission est longue. Vous savez que je suis Idriss Immobilier. Et Lizarazu, à l'époque où il vivait à Marseille, habitait dans la maison de Franck Leboeuf. Parce que... Je sais pas quoi faire cette information. Mais c'est que vraiment la maison était hantée en fait. Hein. Le Boeuf a laissé une meilleure trace que. Oui. Il est même, je crois. Oui, il est dans 29. Le top 30 des joueurs les plus marquants. 29 ou 28. Franck Leboeuf avec notamment un plaidoyer très fort à l'époque d'Amaïs qu'il avait beaucoup moi aimé. aussi. Toi aussi. Meilleur avec ses pieds qu'avec sa bouche. Oh, qu'est-ce que tu caches derrière cet argumentaire? Allez les gars, on passe au 4e. Le 4e, alors il n'a pas fait l'unanimité celui-là, c'est surprenant. Idriss, tu l'as mis 4e. Moi, je l'ai mis 3e. Ah ouais, je l'ai démonté, je ne me rappelais plus, j'avais mis si haut. Il est 10e chez Ama et toi, tu l'as pas mis. C'est étonnant. Il s'agit, et je pense que c'est le joueur sur lequel on va passer le plus vite parce qu'il est, personnellement, il n'inspire que du mépris. Il s'agit de Benoît Pedretti. Bah, vas-y. Benoît Pedretti, donc 4e de ce flop 30. En fait, tu sais quoi, j'ai même pas envie de me lancer dans un truc, c'était physique en fait. C'était sa tête. Ah ouais, je te jure. Toi, t'es Tim Nicolin, toi. Ah ouais, dans sa tête. Il avait démonté, putain. Ah, mais non, Pedretti, c'était terrible. Mais là aussi, pareil, parce qu'il arrive cette saison 2004-2005, où on fait ce fameux mercato post-Drogba, où on croit qu'on va marcher sur la Ligue 1 parce qu'on a acheté le meilleur joueur d'un tel, le meilleur joueur de ce club, le meilleur joueur de ce club. Au final, ça n'a pas matché. Et on l'a payé très cher aussi, je crois, non, les gars près de 10 millions d'euros. Près de 10 millions d'euros. Et à l'époque, c'est un espoir du foot français. Il est déjà international français. Il brille à Sochaux. Il sort de 5 saisons à Sochaux. Là, j'ai les stats sous les yeux où il fait 168 matchs. Il marque quand même 6 buts pour un milieu de terrain. Bon, c'était pas dégueu à l'époque. Franchement, il fait des matchs de Coupe UEFA parce qu'à l'époque, Sochaux était en Coupe UEFA. Et oui, il a gagné la Coupe de la Ligue aussi en tant que capitaine du FC Sochaux. Franchement, le mec arrive avec un pédigré intéressant et puis non, mais ça n'a absolument rien donné. C'est le futur meneur de jeu de l'équipe de France. 7 millions d'euros selon un article d'époque, par contre, les gars. C'était plus. Okay. Ça va. Bon. Vas-y, Idriss, tu as été coupé, mais vas-y. Non, c'était dans l'esprit des gens à l'époque, c'était le futur meneur de jeu de l'équipe de France, quoi. Bah oui, c'est ça. Et le gars arrive, on décide de pas lever l'option d'achat de Meriem pour lui faire de la place. On lui donne les clés du jeu, voilà, c'est ton équipe. On en parlait hors antenne, Mathieu, toi et moi. Il y avait le président de Sochaux qui à l'époque disait si dans 5 ans il n'est pas titulaire au Real Madrid, je ne connais rien au football. 5 ans plus tard, il sera à Auxerre. Voilà. Donc comme tu l'as dit, c'était physique, ça fait partie de ces joueurs qui, on en parlait avec Fiorez,
mentalement, physiquement, culturellement parlant, n'avait rien à faire dans ce club et dans cette ville. Donc voilà, t'es nul. Enfin, en fait, il était pas si nul que ça en vrai. Il était mauvais. Oui, Non, à l'OM, il était pas si nul que ça. Il était mauvais, mais. Il était quelconque. Mais voilà, il était quelconque par rapport à ce qu'on attendait de lui. Et le gars est vraiment même, je vais te dire, très bon quand Nasri commence à jouer parce qu'il est déchargé un peu. Nasri s'occupe de tout devant et lui, il a juste à travailler un peu au milieu de terrain et à donner le ballon à Nasri. Ce qui est triste parce que lui était déjà international et Nasri avait 17 ans à l'époque. Et ensuite, comble. Vas-y, Ama, vas-y. Il faut que je vous lise 2 phrases sur lui. Une de Guy Lacombe, donc, qui était son coach, il me semble, à Sochaux, et qui avait dit dans une interview, avant de signer à l'OM, il y avait des clubs étrangers qui l'avaient approché. Cela ne s'est pas fait, je le regrette un peu. Il y avait le Real Madrid. Il y avait le Real Madrid. Il y a eu aussi des contacts avec Valence et le FC Séville. À l'époque, je cite, je pense qu'il avait le niveau pour le Real. Il aurait pu s'imposer. C'est incroyable. Ensuite, conférence de presse de Pedretti quand il signe à l'OM. Oui, faire une saison comme Arsenal, donc je rappelle qu'il avait été invaincu, ça serait extraordinaire, même si je sais que ça va être très dur. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un journaliste, donc marseillais, qui est arrivé en conférence de presse, qui s'est assis dans la salle, et dans son petit calepin, il avait noté cette question-là en se disant « Ouais, cette question, elle est très pertinente. » C'est incroyable. C'est un délire. C'est incroyable. John, il nous dit équipe type de Ligue 1 2003 et 2004. Et oui, non, mais il avait, franchement, essayons de comparer avec un joueur de maintenant. Enfin, je sais pas, ça serait comme si l'OM recrutait. Savanier, mais en plus jeune. Ouais, voilà, un mec qui vraiment porte de l'équipe de France, à qui tu promets un grand avenir. Qui sont... En plus Chouamini, voilà. Ouais, Chouamini, quoi. Ouais, Chouamini, ouais. C'est bon, avec quand même beaucoup de millions en moins, mais. Oui, mais parce que c'était les chiffres de l'époque. Mais ça serait, non, mais en vrai, il a raison, Ama, c'est Chouamini. Ouais, c'est ça. Ça serait un mec qui postule à une place et de manière régulière en équipe de France et qui n'a absolument rien donné. En plus, comble du mépris, il quitte l'OM pour aller à Lyon. Juste la saison d'après, et il est tout aussi nul à Lyon. Dans un transfert anonyme complet où Gérard Rouillet lui dit, dans un podcast que je recommande d'ailleurs, un podcast hommage à Gérard Rouillet avec les amis Sofiane, Yanis et Pierre Prugnot du Libéro Lyon. Donc allez chercher ça, c'est très, très intéressant. Où il disait que Gérard Rouillet, en fait, lui avait dit comment t'as pu perdre ton football en 2 ans comme ça. Parce que Gérard Rouillet le connaissait parce qu'il était coach de Liverpool. Et du coup, il s'intéressait aux jeunes talents de Ligue 1 et tout. Et en plein milieu de la saison, à Lyon, il y avait donc le fameux trio Mahamadou Diarra, Thiago, Juninho. Et lui, c'était le 4e donc, qui prenait la place. Et Gérard Rouillet, un jour, pète les plombs après un match en lui disant mais t'es quel joueur, toi, aujourd'hui? Comment t'as pu perdre tout ton football en si peu de temps? C'est pas possible. Sachant qu'il aura le même rôle dans le Lille de Rudy Garcia, où il sera le 4e homme derrière Cabaye, Mavouba et Balmont. Balmont, ouais. Mais voilà, éternel remplaçant et titulaire de l'Auxerre qui va faire 3e en 2010. Ouais, il a juste un petit moment sympa avec Auxerre, quoi, c'est tout. Mais voilà, il ne retrouvera jamais son niveau social. Jamais de la vie. Ouais. Exactement. Un mec qui promet un autocollant de Jürgen Cavens à gagner pour celui qui trouve le top 3. Parce que allez, vous pouvez commencer à deviner dans le chat. On va passer au top 3. Essayez de deviner, là, comme l'a suggéré Alan, c'était une bonne idée, de deviner les 3 premiers de ce flop 30. Donc les 30 pires joueurs de l'OM au 21e siècle. Ceux qui nous écoutent aussi en podcast, essayez de deviner. Il y en a 2 qui ont joué ensemble. Il y en a 2 qui ont joué ensemble. Alors on va essayer de donner des petits indices. Il y en a 2 récents et un peu plus anciens. Un début des années 2000 et un fin des années 2010, donc assez récent. Il y a 2 attaquants et un milieu. Et 2 attaquants et un milieu. Donc allez, essayez de deviner un petit peu. Je vois qu'il y a des noms qui commencent à sortir là. Yanis, t'es pas mal, t'es pas mal. Alan, t'es bien. Tu peux faire mieux. Mohamed, t'es bien. Mohamed, t'es pas mal. John aussi. Isandar, t'es pas mal, même si Germain, je sais pas s'il est dans le classement, les gars. Germain, oui, on l'a mis 20e, on l'a mis avant Germain. Donc Germain, il peut pas être aussi haut. Il y en a un qui revient beaucoup là quand même. Hein. Vous avez trouvé un qui est à sa place. Mais comme c'est étonnant. Comme c'est étonnant, on l'a tous mis haut d'ailleurs dans nos classements respectifs, les gars. Il y en a un le 3e n'a pas été cité encore. Hein. Là, de ce que je vois, vous avez les 2 premiers. Là, globalement, vous avez à peu près trouvé. Mais le 3e là qui est le 3e, ça m'étonne pas que les gens galèrent, mais je pense que j'ai contribué à le faire monter bien, ou je sais plus à quelle place j'ai mis.
Merwan aussi, homme de goût, bravo. Matt, le troisième, tu l'as mis quatrième et troisième, Merwan. Toi, tu l'as mis à la bonne place. Ah, oui, oui. Je comprends, je le déteste aussi. Donc, Oui, mais ça, c'est pas forcément que pour son niveau. Sa carrière, c'est un gâchis, quoi. Mais je suis pas le seul à le dire. Il y en a plein qui le disent. Même lui le dit. Mais pareil. Même lui le dit, oui. On va en parler là quand Mathieu va déclarer son identité, mais c'était un espoir du foot européen et le mec il arrive à l'OM et plus rien derrière, quoi. On a du NG, du Brasiliano, Andrade, Mendoza, non c'est pas lui les gars, c'est pas lui. Sanson purement gratuit, j'avais pas vu, non, c'est pas Sanson, c'est Namango. C'est Namango, ça serait dur. Allez les gars, c'est Namango qui joue en Andorre, voilà. En D1 Andorran, pardon. Et Rahman Bari est à Ikea Vitrolles. C'est Rahman Bari, frère. Rahman, si je veux même le dire bien. Yanis, il a trouvé. Yanis, il a trouvé dans le chat. Le premier à le trouver. Bravo Yanis, tu vas recevoir ton autocollant de Jürgen Cavens très prochainement. Envoie-nous ton adresse. Yanis, il a raison, il a trouvé, bravo. Il s'agit de Mido. Mido qui est troisième de ce flop 30, qui ouvre le podium. L'attaquant égyptien qui arrive pour faire la doublette avec Drogba en 2003. Et qui va moins bien marcher aussi. C'est le moins qu'on puisse dire que un poil. Un poil moins. Et Ama, vas-y, tu disais que tu le détestais. On t'écoute. Non, mais Merwan l'a mis en numéro 3, donc vas-y, Merwan, vas-y. Déjà, il est égyptien. Et voilà, mais c'est pour tout simplement, il arrive avec cette étiquette de gros espoir. Je crois qu'il arrive de l'Ajax, si je dis pas de bêtises. Oui. Il arrive de l'Ajax. Bon, déjà, l'Ajax, il y part parce que je crois qu'il a des problèmes avec Zlatan. Entre autres. Si je dis pas de bêtises, avec son entraîneur aussi. Oui, c'est ça. C'est avec l'entraîneur et surtout, l'Ajax veut faire de la place à Zlatan parce que les deux jouent devant. Et ils se sont embrouillés, mais ça c'est dans le doc de Zlatan, on peut retrouver ça. Et donc il arrive, et il fait pas grand chose à l'OM, c'est un gros flop et il part assez rapidement. Ce qui est assez dommage d'ailleurs, parce que tu peux te dire que s'il était resté peut-être un petit peu plus, s'il serait fait. Mais en fait, tu as toujours l'impression d'un mec qui en faisait qu'à sa tête et qui voulait forcer le destin, systématiquement. Et en fait, t'as jamais eu l'occasion un peu de t'y attacher, ou lui, je crois qu'il fait 2-3 bons trucs par moment. Quelques éclairs où tu te dis, ouais, c'est un bon joueur. Mais derrière, ça confirme jamais. Et finalement, tu tombes de haut parce qu'il arrive avec cette étiquette de pas seulement gros espoir pour l'OM, mais du football européen. Et il fait absolument rien derrière. Donc voilà. C'est vrai qu'il avait des qualités de fou quand même. Hein. Il était plus attendu que Drogba. Mais complètement. Mais c'est censé être lui la star, c'est pas Drogba. C'est censé être lui la star. La star du recrutement, c'est lui l'attaquant de l'Ajax, c'est lui l'attaquant moderne, on disait l'attaquant du 21e siècle. Le mec était technique, bon de la tête, du gauche, du droit, il allait vite. C'était un attaquant très complet, Mido. Et puis arrive le 3e match de championnat et on se rend compte que l'attaquant du 21e siècle, c'est pas lui. Et qu'en plus, l'attaquant titulaire, ça sera pas lui. Ça sera Steve Marley. On a acheté 12 millions, hein, 12 millions d'euros. Éclaté au sol. Et en grandissant, j'ai revoyé beaucoup de matchs de l'époque parce que j'étais trop petit pour l'avoir connu, donc je voulais savoir parce que j'avais du temps à perdre. Et vraiment, il était nul. Hein. Vraiment, il était nul. Et on en a parlé, le pédigré de la carrière du joueur compte. Et le fait est qu'il ait une si grosse réputation en arrivant et rien derrière. Il y a un petit passage à la Roma, il tente des trucs. Une saison intéressante à Tottenham, mais rien d'incroyable. 6 buts, quoi, ou 7. 11 buts, il met 11 buts, je crois. 10 ou 11 buts en championnat. Dont 9 en Carling Club. Mais bon, bref, il se passe rien, quoi. Ça y est, on lui a retiré tout son sucre. Il n'y a plus rien chez Mido. Non, il était vraiment pas bon, il était pâteau. Je pense qu'il n'a jamais eu son poids de forme à l'OM déjà, ça c'est important. Et surtout, il se prenait pour un joueur qui n'était pas, je sais pas si c'est parce qu'il a trop fréquenté Zlatan, mais il se prenait vraiment pas pour de la merde. Je me rappelle à l'époque, je crois même qu'il y avait un souci avec sa Ferrari ou quoi. J'ai plus l'anecdote en tête, mais bref, en tout cas, c'est un joueur qui se pensait peut-être être un top mondial et qui ne l'a pas été à l'OM du tout. Qu'il l'était peut-être dans les jambes, mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il avait constamment cette nécessité de prouver, tu vois, de confirmer l'opinion qu'il avait de lui, tu vois. Oui, mais du coup, peut-être que ça l'a desservi dans le fait de se fondre dans le groupe et enfin, j'avais l'impression qu'il ne s'était jamais
adapté à l'OM. Et dans mes souvenirs, si je dis pas de bêtises, genre les derniers matchs de la saison, il est même plus dans le groupe. Je sais plus si c'est à cause d'une blessure ou s'il est écarté de l'équipe. Mais son aventure à l'OM, elle se finit vraiment dans l'anonymat, alors que le mec il est arrivé comme la star. Je crois qu'à l'époque, ça disait Monsieur 2 matchs, un but, genre 50% le ratio, vous allez voir. Il va mettre tout le temps sa dizaine de buts et il n'y a rien eu. Pourtant, je crois qu'il met comme. Enfin, on a le souvenir d'une grosse déception, mais je crois qu'il ne fait pas non plus une saison dégueulasse. Il fait un début de saison pas mal. Déjà très éclipsé par Drogba, mais statistiquement parlant, le début de saison est pas mal, mais sur le rendu dans le terrain, c'est horrible. Parce qu'il y a des doublés contre Le Mans, des doublés contre Toulouse, c'est des Non, matchs mais un peu il marque en comme Ligue des ça. Champions aussi. Il marque un Contre but. le Real, notamment. Non. Si, il marque contre le Real, oui. Ah, si, Il marque au Vélodrome contre le Real. Ouais, le but du 3-1. Mais sinon, non, 2-1. c'est 2-1, ouais. Mais non, mais sinon, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a rien. Et, statistiquement, c'était pas mauvais, mais dans le jeu, c'était immonde. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de jalousie envers Drogba. Que le fait que le mec passe devant lui et que tous les supporters ne chantent que pour lui. Et comme l'a dit Ama, il se croyait, pensait être un autre joueur. Donc, ça pouvait pas marcher. Parce que c'est l'année où on va loin, enfin on va en finale de Coupe de l'UEFA, mais il joue justement à partir des 16e, 8e ou pas? J'ai aucun souvenir. Non, il joue plus. Il joue plus. Quand je te dis c'est Marley qui jouera, c'est pas une vanne. Non, il joue pas. Ouais, parce que en fait, dès qu'on passe à 5 derrière, c'est lui qui sort de l'équipe. Et comme Marley avait aucun souci à faire le travail de sap pour Drogba que lui ne voulait pas faire, c'est Marley qui joue. On joue avec Sylvain Ndiaye, Flamini au milieu, Meriem Angis, Marley, Drogba devant. J'ai en train de vérifier, manifestement, il a joué le match retour contre l'Inter. Drogba était suspendu. Il joue parce que Drogba est suspendu. Drogba est suspendu. Oui. Il est titulaire exact. Tout à fait. Ouais, parce que Drogba prend un carton jaune quand il va célébrer avec le grillage de la tribune. Oui. Et il joue aussi le dernier match de poule contre le Partizan Belgrade parce que là aussi Drogba est suspendu. C'est le match où tu vas chercher la qualif. 0-0. Avec Gavrana dans les cages là. Ouais. Et on fait 0-0 là-bas. La deuxième place du groupe pour être reversé en UEFA à l'époque. Oui. Non, mais voilà, mis à part ça, oui, non, rien du tout. Rien à manger, quoi. Franchement, une déception incroyable et la capacité de ce club à broyer les talents me fascinera toujours. Ça aussi, tiens, ça vaudrait bien une émission. Le nombre de joueurs qui sont ressortis complètement essorés de l'OM à ne plus pouvoir rien faire de leur carrière. Là, c'est un peu l'émission dédiée, là. C'est l'émission dédiée, c'est vrai. Alan, non, il n'y a pas Sitchef dans le top 30. Quand même, pas assez de matchs. Si, quand même assez de matchs, non, Sitchef. Il a fait 15 matchs quand même. Je crois. Ouais, juste qu'on l'a pas mis à peine plus et en vrai, un peu insignifiant, quoi. Parce qu'on l'aime bien, Dimitri. Il y a eu pire que lui. En fait, on s'attendait à rien. Il était nul, mais on s'attendait à rien. On s'attendait à rien, mais je suis quand même déçu. Alors, on passe au deuxième, les gars. Il ne nous reste plus que les deux premiers. Le deuxième, vous l'avez beaucoup trouvé dans le chat. Alan, tu l'avais. Yanis, Mohamed. Isandar, tu l'avais aussi. John, Alan, ouais, enfin, tout le monde l'avait. Donc, je crois que c'est le 1 de beaucoup de gens. Ouais, on l'a unanime aussi, les gars. On a mis soit 1, soit 2. Alors, je ne vais pas citer chacun le classement, mais on l'a mis soit 1, soit 2. C'est pas compliqué. Et c'est pour ça qu'il était deuxième. Et oui, vous l'avez deviné, c'est Kostas Mitroglou, les gars, qui ouvre qui poursuit ce podium plutôt, pardon. Deuxième place de ce flop 30 pour Kostas Mitroglou, qui arrive l'été 2017 à l'OM dans le sillage de cette quête du grand attaquant qui ne saura jamais et qui va cristalliser les tensions, les critiques, les migraines, comme le dirait Idriss, pour au final ne rien donner. Idriss, tu l'as mis premier carrément. Ouais, franchement, il n'y avait rien à en tirer dès le début. La photo que tu mets sur Twitch, t'as raison. Voilà. Le contrôle est horrible. Le mec, tu le fais venir pour 15 millions d'euros. Mais 15 millions d'euros, rappelez-vous, tu n'achètes que 50% de ses droits. Oui, exactement. Tu l'as pas à 100%. Tu lui donnes un gros salaire. Il a un des plus gros salaires de l'effectif avec Payet et Mandanda à l'époque. Je crois qu'il touchait plus d'argent que Rami et tout. C'est rien calé. Héros avait parlé tout l'été pour dire on veut un grand attaquant. Puis il s'est réveillé en août en disant mais on n'a pas réussi à faire venir Diego Costa. On embrasse Omani. Donc il faut qu'on trouve un attaquant. Et là, du coup, il se réveille. Il se fait laver la tête par 2-3 agents. Il signe Mitroglou. Il n'y avait rien calé. Et puis, le mec était materné par toute l'équipe. Parce que comme il était la cible de moqueries, mérité, franchement, on va pas se mentir, même si des fois, il y en a toujours qui dépassent les bornes. Mais c'était des moqueries méritées.
Pardon, excusez-moi. Toute l'équipe, dès qu'il marquait un but, c'est un peu son taf. Hein. T'avais toute l'équipe qui venait lui faire un câlin et tout. Ah, mais voilà, il est là, il s'est relevé des critiques. Le but UNICEF. Mais ta race. Ouais, il a raison, Merwan. Et je vais citer mon deuxième philosophe préféré derrière Jérôme Bretagne. Je sais qui c'est. Azir. J'en étais sûr. Qui disait Payet était devant la ligne. Il disait viens, je te passe le ballon. C'était ça, les buts de Mitroglou. Et Mathieu aussi, le but du 6-1 contre Bourg-Perona, le but du 5-2 contre Metz. C'est que des buts insignifiants. À la limite, son but le plus important à l'OM, c'est le but... Enfin non, il a marqué des buts à la dernière minute contre Toulouse et tout, des conneries en deuxième partie de saison. Mais il y a ce but contre Lyon, là, le but du 2-2, mais le truc, c'est que 30 secondes après, il y a le but de Depay. Donc, il sert à rien. Il sert plus à rien, ce but. Donc ouais, Mitroglou, je trouve dur. La une de l'équipe, je peux marquer à tout moment. Stéphane Guy, l'énigmatique Kostas Mitroglou, moi ça me... Gronono, il a raison. Gronono, il a raison. Et c'est de là que vient ce que tu dis, Idriss, sur ce qu'on avait dit avec Azir concernant Mitroglou. Et Gronono, il a raison. Pourtant, Kostas jouait toujours d'une plutôt bonne image dans la team OM. Mais c'est des gens qui idolâtrent Alvaro, donc qu'ils aillent se faire foutre, qu'est-ce que je te dise. Non, il était éclaté au sol. Non, il était éclaté au sol, Mitroglou. Il y avait des actions seul dans les 6 mètres, ballon à mi-hauteur, le ballon il finissait chez les ultras. Arrête, non, c'est bon, d'un moment. Non, je veux bien. En plus, moi, je suis un peu piquant et ce que vous voulez, mais je suis en vrai de vrai quand on fait des analyses à froid, je suis peut-être même le plus gentil avec les joueurs. C'est vrai, Mohamed, il y a son match à Monaco, j'ai cru qu'il était lancé dans sa carrière à l'OM. C'était son baroud d'onneur en fait. Il avait fait ce genre de match. Je crois qu'il n'a plus jamais fait aussi. Tu sais que ce match, j'étais dégoûté parce que je revenais d'Asie et du coup, j'avais pas internet et tout. Je reviens, j'atterris à Marseille, je lis ouais, Mitroglou, quel match et tout. Il avait fait un match vraiment excellent. Le seul bon match qu'il fait à l'OM, je le rate quoi. Non, mais du coup, je suis plutôt du genre à être clément avec les joueurs, à réfléchir parce que je sais que c'est dur d'être footballeur pro, qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Lui, pour le coup, tout a été fait pour que ça marche à l'OM. Pour lui. Et c'est juste lui qui n'a pas su rendre. Ah, tu vas pas commencer, toi. Non, je suis d'accord. Vas-y, laisse-le s'exprimer. Vas-y, Merwan. Non, moi, déjà, je faisais partie de ceux qui le soutenaient, dans le sens où moi, ça me faisait plaisir quand il marquait un but, tu vois. Juste ça, tu vois, ça me faisait plaisir. Ouais, le but UNICEF. Et exactement. Et je lui ai fait la passe, sachez-le. Quand je travaillais à l'OM, j'ai eu l'occasion de lui faire une passe et j'en suis fier. Voilà. Est-ce qu'il a fait le même contrôle que sur la photo là? Et d'ailleurs, après la passe, j'ai failli glisser, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que je pense notamment à l'année où on va en finale d'Europa League. Moi, je pense que c'est lui qui aurait dû être titulaire en finale parce qu'il était dans une bonne période et surtout, il a apporté quelque chose que personne d'autre a apporté. Ça, je suis d'accord. Un point de fixation. Ça, je suis d'accord avec toi. Et je l'avais dit quand on avait parlé de Germain, c'était une volonté du reste de l'équipe d'avoir Germain sur le terrain et pas lui. Et pour le coup, je trouve qu'il a fait changer d'avis Rudy Garcia. Notamment, déjà, je trouvais que, mine de rien, ce qui lui est resté, parce qu'on va pas se mentir, hein, il arrive complètement cramé à l'OM. Ah oui. Et pour le coup, j'ai su. Il a les 2 genoux pétés, il n'y a rien qui va. Petite anecdote, il était complètement indésirable à la fin. Et puis, donc, tu avais un préparateur physique. En gros, il n'avait pas le droit de s'entraîner avec l'équipe pendant les trêves internationales, notamment, et même en général, sur certaines périodes. Et donc, ils avaient un préparateur physique attitré. Lui, en tout cas, Kostas Mitroglou. Oui, il avait dû, son agent avait dû saisir les prud'hommes pour qu'il puisse accéder au son entraînement, parce que la sécurité avait les instructions de ne plus le laisser rentrer, en fait, de plus le faire venir. Et le préparateur physique avait constaté son état de physique déplorable et lui avait fait noter que sa masse graisseuse, elle était catastrophique. Et lui, il le regarde et il se marre. À la fin, Mitroglou avait complètement lâché. Et je pense qu'il y a quand même eu... moi, ce que j'ai pas aimé, encore une fois, on en revient à ces influenceurs complètement stupides, c'est qu'en fait, il y a eu acharnement. Ouais. Et s'il y avait s'il y avait une petite probabilité de le mettre dans des bonnes dispositions mentales, je trouve que ces influenceurs-là font que, Mohamed Eni, pour ne pas le citer, font que aussi il y a eu un climat aussi malsain autour du joueur, même si effectivement, je pense qu'il arrive quand même avec une grosse blessure au dos, que ça se passe pas bien non plus maintenant. Et que ils ont pris le temps de le soigner, la blessure au dos. Ouais, mais je pense ils ont bien pris le temps. Ils ont fait exprès, vraiment, ils ont été précautionneux sur le coup, de bien le laisser soigner parce qu'ils savaient qu'il avait 31 ans et
et qu'il fallait pas non plus trop forcer avec ça. Ils l'ont bien laissé le temps de se soigner. C'est juste que il était fini physiquement. Il avait les genoux en bois. Oui, mais c'est ça le truc. Non, mais après, quand C'est je ça dis, que je attends, quand je dis tout a été fait par l'OM pour le mettre dans les meilleures conditions, je dis pas qu'il lui a été un tapis rouge lui a été déroulé. Je dis juste que par rapport à ce que l'OM faisait à tous les autres joueurs arrivés, lui, franchement, il avait été mis bien. Il avait été mis très très bien, personne l'a mal accueilli et tout et tout. Et ce que tu décris à la fin comme de l'acharnement et tout, c'était arrivé sur la deuxième saison, l'année où il y a Balotelli qui arrive. La première où ça fait finale d'Europa League, c'est très léger. Hein. Franchement, c'est léger, mais parce qu'il se les attire tout seul, le côté tête de Turc. C'est parce qu'il est vraiment éclaté. Moi, j'ai un. Mais Idriss. Non, attends, après, c'était le moins pire. De NJ et Germain, c'est peut-être le moins pire. Mais il était vraiment éclaté et c'était mérité, les broncas du public à chaque match. Vous parlez du niveau physique, etc. Et je sais que tout est lié quand on parle de foot. Mais moi, les gars, c'est le niveau technique qui m'a choqué. Bah oui. Il faisait des contrôles, les envoyait à 20 mètres. C'était ça qui me choquait. Alors oui, évidemment, quand on est à court de forme physiquement, bah forcément, techniquement, on est moins bien. Mais franchement, il avait des contrôles de balles, ils étaient éclatés au sol. Genre Brandao à côté, au niveau des contrôles de balles, c'était Ronaldinho. Et on parle de Brandao, quoi. À Benfica, tu vois, c'est un autre joueur. Ah mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que c'est un autre mec. C'est pas lui. Ah oui, il mettait des patates en lucarne, il tapait des sprints en profondeur. Et là, tu le vois arriver, c'est pas le même mec, c'est pas possible. T'as l'impression qu'il avait 42 ans à l'OM. Ouais, c'est ça. Petite devinette. Ne regardez pas, il a joué combien de matchs de Coupe d'Europe avec l'OM? Il a marqué combien de buts? En Coupe d'Europe Donc Ligue Europa. Je crois qu'il a Alors déjà en Ligue Europa, je peux te dire qu'il marque 0 but. Non, il marque contre Leipzig. Non. Non, il est même pas attribué, non? Non, si, c'est pas lui, il est pas attribué l'égalisation. C'est un coup de camp. Le but contre Leipzig n'est pas attribué. Bon, ben 0 alors. Non, il met 0 but. Dans la campagne de Ligue Europa, il est pas décisif une seule fois. Après le nombre de matchs, je sais pas. Combien de nombre de matchs? Il a dû jouer peut-être 10 matchs. Bah, il joue 4 matchs, 2, 1. Bah, ça fait 10, 11. J'avais 10, moi. 12 matchs de Ligue Europa avec l'OM, 0 but. Ah, il a jamais marqué. Ouais. Éclaté. Franchement, éclaté au sol. Mais franchement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de Fiorez et de Pedrecci, c'est le genre de transfert où dès que quelqu'un met l'idée dans le bureau, tu sais, quand il y a les rendez-vous et tout sportifs, est-ce qu'on prendrait pas Mitroglou? Là, c'est là où il y a quelqu'un dans la salle qui doit dire non. Et là, il y a personne qui s'est levé pour dire ça, et Jacques Henriot, il a fait on va le faire. 15 millions pour 50% du transfert. Il a plus de dos, c'est pas grave, faites-le venir quand même. C'est quand même incroyable la contribution de Jacques-Henri Hérault à 10 là, depuis tout à l'heure. Ça revient. Evra, Mitroglou, le numéro 1. Ce gros nulard là. Il est éclaté. Quand tu connais rien au foot, mais de toute façon, il le disait lui-même, pas publiquement, mais parfois quand il avait donné des conférences, etc., dans certaines écoles, il reconnaissait lui-même une fois, il avait dit... Il disait, moi, 4-3-3, 4-4-2, moi, je m'y connais pas, je m'en fous, quoi. J'ai vécu des réunions club avec JHE, mais des réunions incroyables. Genre, si ça sort, si à ce moment-là, c'était filmé et mis sur les réseaux sociaux directement, mais le mec se fait terminer. Je me souviens, une fois, il avait dit, je rêve d'un joueur qui ont des genoux en titane, comme ça, il n'y a plus de ligaments croisés. Ouais, mais je crois que ça c'était sorti dans les médias. Il avait osé le sortir. En fait, il n'avait pas dit dans les médias, je crois qu'il avait dit dans une espèce de convention, de conf, là, comme tu disais. C'est les conférences TED, là. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça avait été repris après, parce que tout était ressorti sur les réseaux sociaux après. Mais oui, ça m'étonne pas ce que tu dis, Mero. Il parlait des supporters, il parlait de l'after-foot, de Dugarry, Riolo, tout, il les appelait les malfaisants. Moi j'étais mort de rire, parce que tu vois, moi j'étais là, je travaillais, mais en même temps j'étais supporter. Et donc je lis ça, tu vois, et enfin j'entends ça, et moi je lui posais des questions, et le mec il répondait des réponses de politiciens, des trucs éclatés, tu vois. À l'aube du second tour, méfiez-vous de ces gens qui veulent tout raconter par le travail, et par l'abnégation et par la productivité. Votez Mélenchon. À l'aube du premier tour, tu veux dire, du premier tour. Oui, du premier tour des élections, j'ai dit. Non, t'as dit second tour. Ah ouais? Bon, je voulais dire des élections. Bon, t'avais une semaine d'avance. Bon, écoute. Votez pour qui vous voulez, hein. On n'est pas là pour vous dire. Votez Mélenchon! Non, votez pour qui vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais allez je voter. rigole. Par contre, allez voter, c'est important.
Les gars, moi, je dis pas comme ça voter pour qui vous voulez. Donc là, s'il y a des auditeurs de Passe Ballon qui votent à droite, qui votent Zemmour, c'est ok, toi. c'est pas ok, ce n'est pas mes opinions. Après, chacun est libre. Ah, c'est bon, les gars, c'était pour faire une vanne. Allez, venez, on passe au 1. Les gars, on passe au premier. Putain, ça va partir en passe. Après, passe ta société, passe ta politique. Passe ta bouffe aussi, passe ton wok. Passe ton urne. Passe ton urne, exactement. Dimanche 20h10, on fera un live Twitch avec Mathieu où on débriefera les résultats du premier tour. Exactement. Soyez présents. Les gars, on passe au premier. Alors, vous l'avez beaucoup deviné aussi dans le chat. Et là aussi, c'est une œuvre de Jacques-Henri Hérault. C'est pas mal ça aussi parce qu'en plus lui il a coûté 2 fois plus cher et nous aussi les gars on l'a mis quasiment tous premiers sauf toi Idriss tu l'as mis 3e mais bon c'est incroyable que tu le mettes que 3e. Ouais. J'avais mis le Doula en 2 comme le dit Alan dans le chat, c'est la machine à laver et comme on nous l'a présenté à son arrivée, vous l'avez compris, il s'agit de Kevin Strootman qui débarque à l'été 2018 à l'OM et qui, où c'est 2017 2018 2018. Pour la modique somme de 30 millions d'euros. Les 30 millions d'euros les moins bien dépensés de l'histoire 25, non 25. Ouais, mais il y a les bonus, ça monte à 30, je crois. Avec le salaire le aussi. Salaire, le salaire. C'est terrible. Idriss, tu peux raconter le transfert, s'il te plaît? Alors, en fait, je l'avais déjà raconté dans une émission. En fait, les agents de Rudy Garcia reçoivent un mandat de la Roma pour dégager Strootman de la Roma. Et comme ils avaient la carte bleue de Jacques-Henri Hérault dans les mains, ils le proposent à l'OM. Rudy Garcia dit « j'en veux pas », parce que Rudy Garcia l'avait à la Roma, et Rudy Garcia était très au courant de ses problèmes de santé physique, et dit « j'en veux pas ». Sauf que les agents ont appelé un autre agent français pour appeler Jacques-Henri Hérault pour lui dire « ne parle pas au coach ». Il y a une occasion de faire venir Strootman, il le veut pas parce que financièrement, bon bref, t'inquiète, on va te raconter une histoire. Mais il faut que tu fasses venir Strootman. Franchement, regarde, c'est le capitaine des Pays-Bas, c'est le capitaine de la Roma, il est disponible pour venir à l'OM, il a envie de venir. Et Jacques-Henri Hérault, il dit, c'est une idée incroyable, on va le faire. Et Rudy Garcia apprend que le transfert va se faire parce que lui, il voit les rumeurs dans la presse et tout, enfin, il en entend parler. Mais parce qu'il sait que le joueur a été proposé, donc il se dit c'est les journalistes qui s'affolent. Mais il apprend que le joueur est en train d'arriver, que du coup l'accord est trouvé et tout, sur Twitter. Voilà. Le coach a appris l'arrivée de Strootman en disant officiel, Kevin Strootman arrive à l'OM la semaine prochaine, c'est chaud bouillant, un accord va être trouvé. Et du coup là il appelle le club, il appelle Jacques-Henri Hérault et tout, qui lui dit ouais c'était une opportunité à saisir et tout. Et quand Rudy Garcia va expliquer à Jacques-Henri Hérault par A plus B avec l'appui de l'ancien prépa physique de la Roma et tout, en fait Hérault peut plus faire marche arrière parce que tous les contrats ont été envoyés, paraffés et tout, et du coup il y a juste à faire la photo. Voilà. Ouais, putain, c'est dingue quand même qu'il n'y ait même pas eu de négociation. Mais après, moi, parce que c'est ça. Parce que c'est ça. Attends, parce que c'est ça. C'est que du coup, comment ça se passe une négociation dans le football? Le club vendeur appelle un joueur et dit appelle le club en disant voilà combien vous demandez pour Strootman. La Roma a dit 25 millions. Généralement, tu dis bon. On le fait autour de 17, 18, tu commences à négocier. Là, la Roma a dit 25 millions. Jacques-Henri Hérault a fait pour votre capitaine, 25 millions. Je paye. Bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est incroyable. Quel désastre. C'est incroyable. Ah je me souviens, je crois que c'est peut-être le joueur sur qui tu as le plus gueulé depuis que je te connais. Je sais pas si c'est pas lui d'ailleurs. Il y a des chances. En tout cas, l'époque contemporaine, on va dire, sur les 5-6 dernières années, oui, honnêtement. Il y a des Fournel aussi. Non, mais Strootman, là, pour le coup, oui, il a des soucis physiques et tout, mais je sais qu'Idriss n'a pas quand j'utilise cet argument, mais là, on est obligé de parler du prix. Quand il y a un tel prix, l'un des transferts les plus chers de l'histoire de l'OM, j'insiste sur ça, t'es obligé d'attendre quelque chose. En plus, t'as eu la présentation Fortnite, le PowerPoint, Strootman, il est génial, c'est une machine à laver, je sais pas quoi. Au final, il n'y a rien eu. On attendait aussi énormément de l'association Strootman-Gustavo. À l'époque, les consultants, peut-être à juste titre, hein, c'est vrai que Strootman, il a bossé, on s'est dit, waouh, Strootman-Gustavo, le milieu de l'OM, si ça marche. Attention à ce que va être l'OM cette année. C'est l'un des joueurs les plus mous que j'ai vu de ma vie. On parlait de lui, de sa capacité à casser les lignes par la passe. Il faisait rien. À la récup, il n'était pas bon.
Physiquement, il était cramé, donc il ne pouvait pas se projeter. Face au milieu hyper athlétique de Ligue 1, il suffoquait à la 20e minute, il n'en pouvait plus. Il était à la rue, alors que comme tout le monde... je me souviens quand même d'un premier match, où dans ces premiers matchs, il y avait Monaco, je crois. C'est son premier match. Il fait un très bon match. Ouais, pareil, c'est le match que j'ai raté. Oui, il fait un très bon match. Tu vois, et il y a cette fameuse séquence dans J+1 où il se fait interviewer par Paganelli après le match et tu l'entends dans le tunnel dire « Il m'a parlé en français, anglais, italien, j'ai rien compris, c'est qui ce mec ?» Non, alors que quand il arrive, pour terminer, c'est l'été où Zambo part et tu récupères Strootman. Honnêtement, sur le papier, à l'époque, je trouve pas un mec qui va dire putain, on a fait une affaire de merde. Oui, non, moi j'y croyais perso. On était tous moi aussi. Si tu vends Zambo à un prix d'or, tu achètes l'autre qui est donc international néerlandais, qui joue la saison précédente en Ligue des Champions avec la Roma, qui est allé loin cette année-là, qui était en demi-finale de la Ligue des Champions. Je te dis, ouais, il va aider l'OM à franchir un palier. Il a été extrêmement reiné. Et moi, ce qui m'a énervé en plus, quand il a quitté l'OM, c'est parce qu'à un moment donné, il a fait une passe décisive quand il était en pré au Genoa. Il y a eu le FC révisionnisme. Eh oui, l'OM était dans les mauvaises positions, machin et tout. Et fermez-la, c'est bon, quoi. Mais vraiment, il était bidon et reconnaissez-le, c'est tout. Et en fait, le seul truc qui va dans la case des pour sur son passage, c'est que c'était un joueur qui était très investi dans le club, notamment auprès des jeunes. Et pendant le confinement... Ouais, mais ça, il y a tout le monde qui le dit, mais on s'en tape. Bien sûr qu'on s'en tape. Ça, c'est l'argument qu'on sort tout le temps. Je m'en fous des chaussettes et des protèges tibia. Non, arrête, Ama, de faire ton barista de merde. T'as compris Non, mais je vais pas contre ce que tu dis. Je te dis, et bien, si tu me laissais finir, je dirais que c'est infiniment maigre par rapport à tout ce qu'on attend de lui et tout ce qu'il est censé pouvoir apporter. C'est ça ce qui est grave, c'est que le mec, la seule chose qu'on retient de son passage à l'OM, et encore c'est parce qu'on est un peu des insiders à deux balles, c'est de dire qu'il était adorable et ultra bénéfique pour les jeunes du club. C'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on a à retenir, c'est que le mec s'est embrouillé avec Villas-Boas jusqu'à ne pas jouer du match pour que Lucas Perrin puisse jouer, et pas lui, parce que du coup Villas-Boas voulait mettre Strootman en défense centrale, et Strootman a fait semblant d'être blessé pour pas jouer, ce qui avait contraint Villas-Boas à mettre Lucas Perrin, qui a fait un bon match, et du coup ça a lancé la carrière de Lucas Perrin. Mais voilà, c'est juste que pour un joueur qui a coûté 25 millions d'euros, qui arrive, qui a que 28 ans, et Strootman il est pas si vieux quand il débarque, hein, qui est capitaine il est cramé, le mec il a connu 2 fois les croisés, 3 fois le ménisque, ça y est, il peut plus jouer au haut niveau. On va le récupérer. Capitaine des Pays-Bas, capitaine de la Roma, tu sais que et que le mec t'arrive et tu lui sors les caractéristiques d'un mec qui vient d'avoir le BAFA, c'est pas normal, quoi. On va récupérer parce qu'il s'est blessé avec le Genoa là, et apparemment ils vont trouver un moyen de le faire partir. Voilà, mais n'oubliez aussi ça, vous m'avez devancé, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'OM paye encore une partie de son salaire. 2022, avril 2022. Et tu payes pas 50%, hein, tu payes plus. Tu payes du 70-80%. Un salaire, rappelons-le, qui s'élève 6 millions la saison. Ouais, c'est ça. Hein. Donc c'est du 510-515 par mois. Voilà. Merci Jacques-Henri. Toujours. Mais c'est pour ça qu'il est. Mais c'est pour ça qu'il est 1. Bon, déjà il était éclaté, prix du transfert, attendre ce que tu veux. Mais il est 1 parce que c'est un vrai boulet. Tu continues de le subir en fait. Tout à fait. Il signe 5 ans d'ailleurs à l'OM, non? Ouais, bah là c'est la dernière. Il reste encore un an l'année prochaine. Jusqu'en mai 2023. Il est catastrophique ce transfert, c'est le flop. J'ai utilisé une fois la formule catastrophe industrielle pour l'évoquer, mais je pense que c'est la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire de l'OM. C'est horrible. Le ratio prix du transfert et performance sur le terrain, durée de l'amortissement, etc. C'est une catastrophe. C'est quoi, je vais faire mon économiste de merde. Le mec a coûté 25 millions. En prix du transfert, peu importe les modalités, sur la totalité, tu vas payer 25 millions. Donc, il est resté 2 ans à temps plein, on est d'accord? Ouais. Donc, 10 millions, ça fait 35 millions. Il est parti au mercato d'hiver l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Les 6 premiers mois avec Villas-Boas, il est encore là. Donc, on va dire ça fait du 3 millions. Allez, 4 millions, parce que tu payes la moitié, tu payes une grosse partie du salaire. Là, encore une fois, tu payes une grosse partie du salaire, on va dire que c'est du 3,5 la saison. Donc là, Strootman, sur l'entièreté de son passage, te coûte déjà entre 37 et 38 millions d'euros. Oh là 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 là. Ah, même plus, là, ton calcul...
Donc tu dépasses les 40. Hein. 5, 10, 35. Ouais, bah c'est ça, tu dépasses les 40 millions. Voilà. C'est terrible. Vous imaginez ce qu'on aurait pu faire avec cet argent? Je crois qu'il est temps de boucler, ça y est. Pendant ce temps-là, je rappelle que cet été, l'OM va débourser moins de 20 millions d'euros pour Matteo Guendouzi et Sandy Zunder, les deux. Hein. Bah, tu peux dire 30 avec Paul Lopez. Voilà, et 30 pour le package avec Paul Lopez, exactement. Voilà, c'est un autre temps. Et comme le dit Ama, je pense qu'on peut boucler sur ça. Ouais. Kevin Strootman, grand gagnant de ce flop 30. Voilà, l'alter ego de Mandanda qui avait gagné le top 30. Strootman, le flop 30. Un beau classement qu'on va vous mettre sur notre Twitter incessamment sous peu. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire votre avis. Alors, c'était très difficile de le construire, donc j'imagine que vous ne serez pas forcément d'accord avec toutes les places, mais voilà, on espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui étaient là au rendez-vous. Hein. Yanis, Basilic Boli, excellent pseudo, John, Alan, Mohamed. Gros Nono. Gros Nono, évidemment. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous avoir avec nous, les gars. Toujours plaisant de voir que vous êtes fidèles au poste. Et on va se retrouver la semaine prochaine, alors avec un thème d'émission qu'on n'a pas défini encore, les gars. À part si Idriss va encore nous sortir une idée. Non, non, mais on en a parlé, toi et moi, la dernière fois dans la voiture. Déjà, on peut vous faire une annonce. Il reste maximum 6 émissions de Passe ton ballon avant la fin de saison. Ça arrêtera début mai, ouais. Voilà, ça s'arrêtera au lendemain d'OM Lyon. Et avec Mathieu, on a déjà les thèmes des émissions. Il faut juste caler les invités et en parler avec Merwan et Ama pour les arrêter. Mais voilà, il reste encore de bonnes émissions à faire avant la fin de saison. Et on se fera une émission après la fin de saison. On trouvera un moment, on l'a dit Idriss aussi, pour se faire la tier list de la saison comme on a fait l'an dernier. Hein. Ça sera vraiment la dernière, mais sachez qu'il y aura pendant 3-4 semaines, il n'y aura pas d'épisode parce qu'on sera, Amaïs et moi-même, en déplacement pro. Donc on ne pourra pas assurer les émissions, mais on fera une petite dernière. Et puis Merwan et moi, on va vous suivre dans cette aventure parce qu'on sera de l'autre côté, mais on sera avec vous pour le tournoi. Voilà, donc attendez-vous à ce qu'il y ait une longue période sans émission et puis qu'il y ait une dernière qui pop comme ça un peu de manière imprévue. Fin mai, début juin, quoi. Voilà, exactement. On essaiera de caler ça. Les gars, on se retrouve la semaine prochaine, du coup. On vous tiendra au courant. Et merci à tous d'avoir écouté. Et puis, bonne semaine tout le monde. Salut. Salut.